Alors bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux de vous voir toujours aussi nombreux à ces conférences. Alors cette conférence est la dernière de 2025. Du coup, oui. Donc c'était, comme vous le savez sans doute pour ceux qui s'étaient inscrits. Donc on a fait un cycle l'année passée. On a revu toute une série de thématiques. Et on arrive à cette conférence du professeur Grégoire Borst, qui est professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'Université de Paris-Cité. Et il va venir nous parler d'un sujet hyper intéressant qui est apprendre à résister à nos automatismes pour mieux apprendre, penser et décider. Tout un programme dont il va nous parler pendant plus ou moins une heure et demie. Alors, ce cycle, il est co-organisé par Réalisme, que nous représentons aujourd'hui, Louise et moi, mais aussi par nos partenaires de Réjouissance et par la clinique psychologique et logopédique de l'Université de Liège. Et je vais passer tout de suite la parole à Alexia, qui va nous parler d'une semaine importante qui se déroule en mars. Oui, voilà, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus malgré le froid et la grisaille découvrir cette salle d'ancien cinéma, pour rappel. Donc moi, je fais partie de Liège, de l'ULiège Réjouissance. C'est une cellule qui a pour but de faire découvrir les sciences au grand public. Donc on collabore depuis quelques années avec Réalisme. Dans les prochains événements qui sont importants pour nous, il y a le Printemps des sciences qui sera organisé durant la semaine du 23 mars avec pas mal d'activités qui touchent un large public et également le public scolaire. Donc ça, je vous invite à aller voir sur le site internet de Réjouissance pour voir le programme du Printemps des sciences. Il y a vraiment plein d'activités diversifiées. Et quelque chose qui intéresserait peut-être s'il y a des enseignants parmi vous ou des personnes liées à des écoles, il y a une journée qui sera consacrée au cerveau le 19 mars. Donc dans le cadre de la semaine du cerveau 2026, et dans le courant de cette journée-là, nous aurons en matinée une conférence de Stéphanie Peters, conférence scolaire, qui s'intéressera aux neuromythes, tels que la bosse des maths par exemple. Et l'après-midi, nous aurons une dissection en direct par la docteure Franzen. Donc voilà, ça, ce sont des activités scolaires qui peuvent être très interactives. Il y a également une exposition qui concerne le cerveau, qui va bientôt ouvrir ses portes à l'Institut de zoologie. Toutes ces activités se font ici à Van Bonneton, à l'Institut de zoologie, où quand l'amphithéâtre sera rénové, nous serons heureux de vous réaccueillir dans ces conditions un peu plus optimales que dans cette complexe opéra qui n'est pas toujours très pratique. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci beaucoup à Réalisme et à la CPLU et merci déjà à Monsieur Borst d'être venu de Paris pour faire cette conférence. Voilà, en deux petits mots, parce que vous n'êtes pas là pour nous écouter nous, mais plutôt pour écouter Monsieur Borst ce soir. Vous redire que c'est organisé par Réalisme. Alors, Réalisme, je suppose que maintenant, beaucoup de gens connaissent. On a même des habitués des cycles de conférences. Je pense que dans la salle, on a même des gens qui n'en ont manqué encore aucune. On pourrait lancer un petit concours à l'occasion. Mais Réalisme, c'est le réseau pour les enfants, adolescents, sur tout le territoire de la province de Liège qui s'occupe et qui s'intéresse au bien-être et à la santé mentale des jeunes. Et qui travaillent avec tout un tas de partenaires, qui soient de la santé mentale ou pas nécessairement, tout ça pour mailler autour des jeunes. Et donc on organise ce cycle de conférences avec des partenaires, et donc on vous tease un petit peu sur le programme de l'année 2026, pardon, j'ai pas encore changé d'année. Et donc vous reverrez un peu cette affiche à la fin, on la reprojettera, mais on s'intéressera alors au numérique et à la santé mentale des jeunes. Avec, on vous laissera découvrir les réseaux sociaux, la pornographie, l'intelligence artificielle, l'esprit critique. Et donc tout le cycle est déjà disponible et les inscriptions sont ouvertes. Et donc sans plus attendre, on va vous laisser avec la personne que vous êtes venu écouter ce soir et on vous souhaite une belle découverte. C'est moi ? Je crois que c'est de l'autre côté. C'est peut-être. Ce serait fabuleux, ce serait du bon côté. Oh,
Eh bien, merci beaucoup. Très heureux d'arriver enfin à honorer l'engagement que j'avais pris de venir vous voir cette année. J'étais vraiment dans l'incapacité totale de venir la dernière fois. Ça m'arrive rarement, mais j'étais malade. Je pouvais pas sortir de mon lit. Donc voilà, l'enjeu aujourd'hui, c'est de vous parler un peu d'une partie des travaux qu'on mène au laboratoire. Alors je vais anticiper sur le cycle. Le prochain cycle, je vais quand même vous parler un peu de numérique, notamment de la question des fausses informations en ligne, vous dire un peu ce qu'on a fait sur justement la capacité que peuvent avoir les adolescents d'interroger en partie des informations auxquelles ils sont exposés en ligne. Alors c'est très actuel, hein, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais hier, la France a voté l'interdiction des réseaux sociaux pour les adolescents de moins de 15 ans et l'interdiction des portables au collège. Pendant que j'étais dans une émission en train d'expliquer qu'il fallait pas voter ça, comme quoi on est évidemment prophète en son pays, mais on pourra évidemment en discuter à la fin de la conférence ensemble. J'ai évidemment prévu beaucoup trop de choses à vous présenter aujourd'hui, mais c'est pas très grave. J'essaierai de m'arrêter au bout d'une heure et demie pour que vous puissiez me poser des questions. Peut-être que ça anticipera des choses que je ne vous aurais pas présentées, donc on pourrait y revenir. Mais globalement, je vais essayer d'organiser la conférence en deux grands temps. Un premier qui va vraiment se centrer sur la capacité finalement à raisonner. Comment aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, on arrive... alors j'ai vu que c'était... je vais encore spoiler un peu une conférence qui va avoir lieu à la fin de l'année, mais comment dans l'ère de la post-vérité, alors on est même au-delà de la post-vérité aujourd'hui, hein, je pense qu'on est rentré dans l'ère de la pensée désirante, chacun a des pensées, et il considère que son désir vaut réalité. Comment on peut encore exercer du sens critique, comment on peut finalement avoir la capacité à penser par nous-mêmes, mais surtout contre nous-mêmes. Et c'est quelque chose qu'on étudie depuis longtemps au laboratoire. Et je vais essayer de vous montrer finalement comment on peut essayer de mesurer cette capacité-là. Donc je vais essayer de vous mettre en situation. Je vais vous faire participer. On est dans un cadre bienveillant, donc on a le droit de faire des erreurs. Pas grave, ok. L'idée c'est plutôt que vous participiez. Ça marche pour tout le monde ? Ouais. Ok. Je vais vous montrer que effectivement, se développer, être un adulte, c'est pas forcément toujours faire preuve de rationalité, quel que soit le contexte, et que c'est normal, c'est comme ça que fonctionne notre cerveau. Il est finalement, du fait de sa construction même, par moment, il utilise des automatismes de pensée qui vont l'amener à déraisonner dans un certain nombre de situations. D'accord ? Et que donc tout l'enjeu, c'est de réengager cette capacité que nous avons, qui est fondamentale dans notre cerveau, qui est notre capacité à inhiber, à résister à un certain nombre d'automatismes. C'est ça que je vais essayer de vous montrer. Ça sera le premier temps de ma conférence. Le deuxième temps, ça sera centré sur la question des apprentissages. Et je vous montrerai que cette capacité à résister, à inhiber des automatismes de pensée, elle est aussi au cœur des apprentissages, y compris des apprentissages scolaires fondamentaux, et que réussir en tant qu'enseignant à étayer cette compétence chez l'élève, c'est un moyen de participer à la réduction des inégalités éducatives dont votre pays et le mien sont des champions, puisque je vous rappelle qu'on est dans les moins bons pays du point de vue des inégalités éducatives. Ce qui est un peu un paradoxe, puisque globalement, on est des pays dans lesquels la protection sociale, jusqu'à maintenant en tout cas, était pas trop mauvaise, et pour autant, on a beaucoup d'inégalités éducatives dans nos pays. Alors globalement, ah non, ça c'est pas le bon. Hop, je vais faire comme ça. Hop. Voilà. Donc globalement, ça c'est notre monde particulier d'un bébé qui était en fait, et c'est ce qu'on a découvert depuis une cinquantaine d'années dans nos laboratoires, un bébé qui a en fait beaucoup plus de compétences logiques qu'on ne peut le penser. Le bébé, on a montré notamment qu'il est capable de faire du raisonnement inférentiel bayésien. Donc il a déjà accès à l'abstraction, ça c'est nouveau finalement. On a pendant très longtemps pensé que l'enfant n'avait accès qu'à une intelligence sensorimotrice. Il fallait qu'il agisse sur le monde pour finalement, progressivement, développer et construire son intelligence. Et on s'est rendu compte que finalement, cette théorie qui avait été proposée notamment par un psychologue suisse qui s'appelait Jean Piaget, elle n'était pas étayée par un certain nombre de données qui avaient été mises en évidence, notamment sur la pensée extrêmement complexe et l'intelligence complexe auquel le bébé avait accès. Alors pour vous montrer qu'est-ce que ça veut dire d'accéder à du raisonnement inférentiel bayésien, globalement, imaginez la situation suivante. Vous êtes les bébés de mon expérience. Donc vous êtes les bébés, moi je suis l'expérimentateur. Entre nous, il y a une boîte. Et imaginez la situation suivante, c'est ce qui vous est présenté sur la gauche de cette diapositive. Je
plonge ma main dans la boîte, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, et je sors, et c'est ce que montre cette diapositive, je sors une bille rouge. Je pose la bille rouge à côté de la boîte, je recommence le même processus, je plonge ma main dans la boîte, je sors une deuxième bille rouge, je recommence, troisième bille rouge, je recommence, la quatrième bille est une bille blanche, et puis la cinquième bille que je tire est une bille rouge. Sans que je vous pose la question, votre cerveau fonctionne par un système de probabilité bayésienne, et globalement, quand vous aboutissez à un tirage de 4 billes rouges et une bille blanche, vous faites une inférence sur la proportion de billes rouges et blanches qui ont abouti à ce tirage. Donc sans que je vous pose la question, s'il y avait une boîte entre vous et moi, vous diriez, a priori, dans cette boîte, il devrait y avoir plein d'objets rouges et peu d'objets blancs. D'accord ? Évidemment, si vous posez la question à un bébé, il a du mal à vous répondre, parce qu'il n'a pas encore accès au langage, mais vous pouvez faire exactement la même chose en étudiant le temps avec lequel il va regarder une situation qui est conforme à ses attentes, c'est-à-dire que quand vous allez révéler la proportion de billes rouges et blanches, vous aurez effectivement beaucoup de billes rouges et peu de billes blanches, et puis une situation qui est en contradiction avec cette attente, c'est-à-dire que quand vous allez révéler la proportion de billes rouges et blanches, vous allez avoir énormément de billes blanches et très peu de billes rouges. Et globalement, l'hypothèse que vous faites, c'est que si le bébé a déjà accès à une certaine forme de raisonnement inférentiel bayésien, a priori, dans ce contexte-là, il devrait regarder un peu plus longtemps la situation qui est non conforme avec le tirage qui vient d'être effectué. Et globalement, dès 4 mois, le bébé est capable et démontre que globalement, il a des attentes sur les probabilités qui aboutissent à des tirages. Donc, il a déjà accès à une intelligence extrêmement complexe. Donc, le paradoxe, c'est comment on a des bébés qui sont dotés d'une intelligence aussi complexe, qui ont déjà accès à du raisonnement hypothético-déductif abstrait, et des hommes politiques qui sont encore capables d'un certain nombre de sophismes. Le sophisme, vous le savez, c'est finalement la quintessence même de la pensée politique contre laquelle Aristote avait déjà essayé de se battre. C'est typiquement le type de phrase que vous pouvez retrouver chez Trump. Il manipule le sophisme de façon assez systématique. Je rappelle qu'il avait été montré que dans son premier mandat, il avait publié plusieurs milliers de fausses informations. Donc c'est quand même à mettre à son crédit. Il a une capacité à produire de la fausse information quasiment aussi systématiquement qu'un bot. Et globalement, ça donne un sophisme politique. Ça serait certains Américains sont riches, certains pauvres sont américains, donc certains pauvres sont riches. Ça, c'est un sophisme. C'est-à-dire qu'évidemment, les deux prémices ne permettent pas d'aboutir à la conclusion logique. Et vous savez peut-être que pour contrer les sophismes, Aristote avait mis en place un système de pensée logique qui était le raisonnement syllogistique. Et donc le raisonnement syllogistique, vous en avez déjà entendu parler, c'est typiquement tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Et donc la force de la pensée syllogistique qui nous permet, nous, êtres humains et notamment adultes, de pouvoir penser dans le cadre non seulement du réel mais aussi des possibles, c'est de pouvoir, à partir des prémices, de la construction intrinsèque d'une pensée, de déterminer la validité logique de conclusion. Et on passe notre vie à faire ça. C'est-à-dire qu'on passe notre vie à évaluer la validité logique d'un argument sur la base, finalement, d'une pensée syllogistique. C'est très facile ici de déterminer la véracité et la validité logique de ce syllogisme. Alors je rappelle qu'un syllogisme, il a une particularité, c'est qu'il est globalement ce qu'on évalue dans un syllogisme, c'est si la conclusion, ici nommée C, découle logiquement des deux prémices qui vous ont été présentées. D'accord ? Donc ici, c'est très facile puisque, évidemment, la conclusion, elle est conforme à vos connaissances. Donc, vous n'avez aucun mal à dire, si tous les hommes sont mortels et que Socrate est un homme, je peux donc en déduire que Socrate est mortel. On va faire le même exercice. D'accord ? Je vais vous présenter un syllogisme, et je vais vous demander de déterminer la validité logique de la conclusion. Ça va ? C'est bon pour tout le monde ? Ouais. Si vous pensez que la conclusion est valide d'un point de vue logique, d'un point de vue de la structure logique du syllogisme, vous levez la main. Si vous pensez qu'elle est non valide du point de vue de la structure logique du syllogisme, vous laissez votre main baisser. Ça va pour tout le monde ? Ok ? Ouais. Alors, le syllogisme est le suivant. Si je vous dis tous les mammifères peuvent marcher, les baleines sont des mammifères, donc les baleines peuvent marcher, est-ce que vous pensez que ce syllogisme et que la conclusion découle valide d'un point de vue logique des deux prémices ?
Oui, levez la main si vous pensez que c'est le cas. Oui, d'accord. Donc il y a à peu près 60% d'entre vous qui êtes irrationnels, puisque ce que je vous ai présenté là est parfaitement logique du point de vue de la structure intrinsèque du syllogisme. La seule chose que j'ai... Pourquoi c'est difficile pour vous d'accepter la validité logique du syllogisme? Parce qu'elle est en contradiction avec vos connaissances du monde. Mais je rappelle que si vous aviez une pensée réellement abstraite, ça ne devrait pas vous choquer que je vous présente ce syllogisme. Puisque précisément, normalement, vous avez compris depuis assez longtemps que le réel n'est qu'un des cas du possible. Vous avez la possibilité de raisonner au-delà du réel. C'est ça la force de la pensée humaine. C'est de pouvoir finalement s'extraire des apparences pour dérouler une pensée logique en dehors du réel. C'est uniquement ce que j'ai essayé de faire chez vous. Donc ça montre quoi? Ça montre que, à l'issue même du développement cognitif, c'est-à-dire que quand on est adulte, on est évidemment logique dans un certain nombre de contextes, mais assez rapidement, on peut redevenir illogique ou irrationnel. Et donc tout l'enjeu de la rationalité humaine, c'est qu'elle n'est pas absolue, elle est relative, elle dépend du contexte. C'est très facile d'exprimer finalement de la rationalité dans certains contextes, c'est parfois très difficile de l'exprimer. Et il faut continuer à faire une présomption de rationalité chez l'être humain. Globalement, on est des êtres rationnels, on prend des décisions rationnelles. Mais dans des situations particulières, comme celle que je vous ai présentée là, ou quand je mets beaucoup de stress sur votre décision, si vous devez prendre une décision très vite, vont émerger des décisions irrationnelles. Et il y a pléthore d'exemples de cela. Il suffit de voir les décisions qui sont prises par un certain nombre de politiciens en temps de crise. Bon. Le meilleur exemple de ça, c'est la crise de la Covid. Vous multipliez les décisions irrationnelles les unes après les autres, parce que précisément, vous êtes dans une situation de stress, de charge cognitive et de moment où vous devez prendre des décisions rapides. Et à ce moment-là, le risque, effectivement, c'est de vous en remettre à des automatismes de pensée. Et ces automatismes de pensée, ils sont nécessaires. On a besoin d'avoir des automatismes de pensée. On ne peut pas passer notre temps à évaluer toutes les données à disposition pour prendre une décision. On ne pourrait pas vivre sinon. Donc on a besoin d'avoir un certain nombre d'automatismes. Ils fonctionnent très bien. Ils nous permettent, dans la plupart des cas, d'être très adaptés à l'environnement dans lequel on navigue. Mais pour autant, dans un certain nombre de situations, c'est ce qui va nous amener à nous tromper de façon systématique. Et donc tout l'enjeu de la rationalité humaine, de la pensée humaine, de la force de la pensée humaine, c'est précisément d'apprendre à résister. C'est d'apprendre à résister contre nous-mêmes, contre nos propres biais de pensée, contre nos propres automatismes. Et je vais vous montrer que c'est a fortiori vrai, c'est évidemment vrai sur les réseaux sociaux. Puisque les réseaux sociaux, ils ont toutes les caractéristiques d'une certaine manière qui vont favoriser des réponses automatiques. Ils ont même été construits pour ça, d'une certaine manière. Ils ont été construits pour ne faire émerger chez l'être humain que de la pensée automatique. Donc les origines de la rationalité, c'est cela. Ça se posait déjà au moment de la Grèce antique. C'est-à-dire que pour contrer les sophismes et les paralogismes, Aristote avait proposé la pensée syllogistique. Mais on voit qu'elle est complexe, la pensée syllogistique. Elle me permet évidemment de penser au-delà du réel, mais elle est difficile à exprimer dans un certain nombre de contextes, surtout quand elle est en contradiction avec des connaissances, des opinions, des croyances que nous pouvons avoir sur le monde. Donc est-ce qu'on est réellement rationnel tout le temps? Autre petite mise en situation, je vous demande de résoudre ce problème suivant assez rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Si je vous dis que dans un lac, il y a un nénuphar, chaque jour le nénuphar double de taille, s'il faut 30 jours pour qu'il recouvre entièrement le lac, au bout de combien de jours recouvrira-t-il la moitié du lac? Qui pense que c'est 15 jours? Levez la main si vous pensez que c'est 15 jours. N'ayez pas peur. Non, là, il n'y a plus personne qui participe parce que je sais qu'il y en a beaucoup plus que les 4 personnes qui ont le courage de lever la main qui pensaient 15 jours. A priori, on pense tous 15 jours. La première réponse qui nous vient à l'esprit, c'est 15 jours. D'accord? On a pris 30, on divise par 2, on arrive sur 15, on se dit, on devrait avoir la bonne réponse. Mais c'est évidemment pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est 29, puisque ça double de taille chaque jour. Donc il y a des gens qui ont encore une autre réponse, donc ça c'est la créativité. Si vous êtes en dehors de 15 et 29, vous avez proposé une réponse extrêmement créative. Mais globalement, évidemment c'est 29 jours, puisqu'il double de taille chaque jour. Si le 29e jour, il couvre la moitié, le 30e jour, il couvre l'entièreté du lac, le 29e jour, il couvrira la moitié du lac, et donc le jour suivant, l'entièreté du lac. D'accord ? Ça va? C'est compliqué? Ouais, c'est pas évident en fait, hein, c'est compliqué. Vous avez en gros, pour vous donner une idée, il y a plus de 60% même des étudiants dans les grandes universités américaines qui se trompent dans ce type de problème.
Donc encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils sont irrationnels, ça veut juste dire que c'est difficile dans ce contexte-là de trouver la bonne réponse, simplement parce qu'il y a un automatisme quasiment irrépressible qui se déclenche dans notre cerveau. C'est ce qu'on a appris à l'école. Vous dites moitié 2, vous divisez par 2, puis vous devriez trouver la bonne réponse. Ça, ce n'est pas tout à fait une procédure logique, c'est une approximation de pensée. Et on passe notre vie à utiliser des approximations de pensée. C'est comme ça qu'on fonctionne. On ne fonctionne pas comme des êtres purement délibératifs. On passe notre temps à faire des petites approximations parce qu'en fait, ça marche bien. Et que ça nous permet d'économiser d'une certaine manière des ressources cognitives. C'est comme ça qu'on fonctionne. Encore une fois, ce n'est pas qu'on est irrationnel, mais dans un certain nombre de situations, ça peut nous amener à penser de façon irrationnelle. Deuxième petit problème que je vais vous présenter. Je vous ai donné la bonne réponse, donc c'est pas du tout ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais si vous ne regardez pas le bas de la diapositive, focalisez-vous sur le haut de la diapositive. Si typiquement c'est un autre problème qui est très régulièrement posé, qui est un problème qui a été proposé pour la première fois par deux psychologues, dont l'un des deux a fini par avoir le prix Nobel d'économie, Daniel Kahneman et Tversky. Et Amos Tversky. Et le problème est le suivant. On vous dit un stylo et une gomme coûtent 12 euros, le stylo coûte 10 euros de plus que la gomme. Combien la gomme coûte-t-elle? Et quand on vous présente ce problème, 80% des individus vous répondent 2 euros. C'est quasiment irrépressible. Et même si je vous donne la bonne réponse, ça reste difficile pour vous d'être convaincu par la bonne réponse. Parce qu'à partir du moment où vous entendez plus que, se déclenche de façon totalement irrépressible dans votre cerveau. Dès que j'entends plus que, je fais une soustraction. Vous avez soustrait 10 à 12, vous allez tomber sur 2 euros et vous avez dit, a priori, la gomme devrait coûter 2 euros. Sauf que ce n'est pas la bonne réponse. C'est pas de la bonne réponse parce que globalement, si on part de l'erreur, vous inquiétez pas, normalement ça vous prend 3-4 slides pour être convaincu par ce que je viens de vous dire là. Tout à fait normal, c'est comme ça que ça marche. Je l'ai fait à peu près 15 000 enseignants du primaire, du secondaire, même des professeurs de mathématiques qui se trompent aussi là-dessus. Ça n'a rien à voir avec vos compétences mathématiques, mais globalement, essayons de raisonner par l'absurde. Donc globalement, si on moralise le problème, si on l'écrit juste en le simplifiant, ce que dit le problème, c'est qu'un stylo plus une gomme, ça vaut 12 euros. D'accord? Avec le stylo qui vaut 10 euros plus le prix de la gomme. Puisque c'est ça qu'on vous dit. On vous dit le stylo qui coûte 10 euros de plus que la gomme. On peut même s'arrêter là. Si vous remplacez gomme par 2 euros, ce qui est votre réponse automatique, d'accord? Ça veut dire que comme le stylo coûte 10 euros de plus que la gomme, à lui seul, le stylo va coûter 12 euros. 12 euros de gomme plus 2 euros de stylo, ça fait 14 euros. Et je vous assure que je ne suis pas en train de faire un jeu de bonneteau. C'est uniquement des choses que vous avez appris en secondaire. C'est résoudre des problèmes arithmétiques à contenu verbaux en posant une équation à deux inconnus. Vous l'avez tous appris. Il n'y a personne qui ne l'a pas appris ici. Dans votre scolarité, on vous a appris à résoudre des équations avec des x et des y. Je sais que vous ne les aimez pas, les équations avec des x et des y. Mais on l'a tous fait. D'accord ? Je vous les laisserai, les slides. Vous pouvez revenir dessus, poser les équations. D'accord ? Mais en fait, c'est hyper simple comme problème. Et vous avez vu comme ça devient difficile. Parce qu'on a créé des automatismes dans ce contexte spécifique. D'accord ? Et vous verrez que, évidemment, ça crée un enjeu pour tout ce qui relève de notre capacité à exercer une pensée critique dans le cadre des réseaux sociaux, mais vous verrez que c'est aussi très explicatif des difficultés que peuvent rencontrer les élèves dans le cadre scolaire. Un certain nombre d'élèves ont des difficultés, non pas parce qu'ils ont du mal en soi à acquérir une notion spécifique, mais parce qu'ils ont du mal à mobiliser cette notion dans un contexte dans lequel des automatismes se déclenchent de façon irrépressible dans son cerveau. D'accord ? C'est ça que je vais essayer de vous montrer dans le reste du temps qu'ils m'est imparti. Donc globalement, si vous essayez de modéliser en termes de pensée, en termes de système de pensée dans le cerveau humain, c'est ce qu'avait proposé Daniel Kahneman et qui a été notamment ensuite adapté dans le cadre du développement cognitif de l'enfant par Olivier Houdet. C'est l'idée que vous avez 3 grands systèmes de pensée dans le cerveau humain. Alors c'est des caractères fictifs, les systèmes de pensée. Ça n'existe pas vraiment dans notre cerveau. C'est juste une façon de pouvoir se représenter comment fonctionne le cerveau. Mais vous n'avez pas une région de votre cerveau pour le premier système de pensée, une deuxième région pour votre deuxième système, et puis une troisième région qui serait le troisième système de pensée. C'est un peu plus complexe que ça. Mais globalement, imaginez finalement qu'on peut modéliser la prise de décision et le raisonnement humain à travers 3 grands systèmes dans le cerveau humain.
un système fait de l'ensemble de nos intuitions, de nos automatismes de pensée. En psychologie, on parle d'heuristique, c'est-à-dire que tout ce qui relève d'une pensée rapide, finalement, peut baser sur des procédures qui est essentiellement des raccourcis de pensée. Et on passe notre temps à utiliser des raccourcis de pensée parce que ça nous permet, c'est hyper adaptatif, ça nous permet très rapidement de converger vers une bonne réponse en règle générale. Sauf que dans un certain nombre de cas, c'est ce qui nous amène à nous tromper de façon systématique, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, que ce soit sur le petit problème des nénuphars, que ce soit sur le problème de la gomme et le stylo, ou que ce soit sur la problématique des mammifères et des baleines qui peuvent marcher. Typiquement, ça, c'est les problématiques de nos intuitions. Parfois, nos intuitions sont trompeuses. Mais la force de la pensée humaine, c'est aussi de pouvoir engager un système délibératif et analytique. C'est ça qui fait de nous des humains. C'est-à-dire qu'on a la capacité à un moment de se poser sur un problème et de dérouler une pensée extrêmement systématique, très procédurale, dans lequel on va, par étapes, essayer de résoudre le problème. Ça, c'est ce qui est notre pensée analytique et délibérative. La difficulté de cette pensée analytique et délibérative, c'est qu'elle est très coûteuse pour notre cerveau, donc ce n'est pas notre mode de fonctionnement par défaut. D'accord ? Elle nécessite tellement de ressources cognitives que globalement, c'est toujours le deuxième recours. C'est ce qu'on va chercher quand l'intuition ne fonctionne plus. Et pour arbitrer entre les situations dans lesquelles vous pouvez vous en remettre à votre système d'automatisme et les situations dans lesquelles il faut réengager votre pensée analytique et délibérative, ce qu'a proposé Olivier Houdet, qui est l'ancien directeur du laboratoire que je dirige, c'est qu'en fait, vous avez besoin de faire l'hypothèse d'un troisième système de pensée, qui est un système d'arbitrage dans le cerveau humain et qui permet de résister au cas par cas à nos intuitions pour pouvoir réengager notre système analytique et délibératif. Et tout ce que je vais vous montrer, c'est que globalement, la force de l'intelligence humaine, notre capacité à penser au-delà des apparences et parfois à penser contre le réel pour penser les possibles dans une situation, elle est fondamentalement liée à cette capacité d'inhibition, c'est-à-dire notre capacité à résister à nos automatismes, à nos intuitions, à nos heuristiques de pensée. Ça va là-dessus ? Vous êtes convaincus ? Non ? Bon, c'est pas grave. On avance quand même. Ok, je vais essayer de vous montrer qu'est-ce que ça veut dire d'inhiber. Ça a quoi comme coût d'inhiber un automatisme ? Je vais vous montrer qu'en fait, c'est extrêmement coûteux d'inhiber un automatisme. Et pour faire ça, on va faire une petite tâche très classique de psychologie ensemble. Et je vais vous donner la consigne avant de vous présenter la tâche. D'accord ? Donc je vais vous présenter des mots à l'écran. D'accord ? Et ces mots, il va falloir les lire à haute voix, les uns après les autres, le plus rapidement possible, ligne par ligne. Ça va ? C'est moi qui vais vous donner le top départ. Donc je vais vous dire 1, 2, 3, top. À ce moment-là, vous allez lire les mots le plus rapidement possible, les uns après les mots les uns après les autres, ligne par ligne. Et quand vous arrivez au bout de la série, vous allez lever la main parce que je vous chronomètre. Ça va pour tout le monde ? Et comme vous êtes déjà dans une situation où vous êtes capable de résister à vos heuristiques de pensée, vous n'allez pas faire la proposition qui m'a été faite la dernière fois que je faisais cette conférence avec 500 personnes. La personne m'a posé la question de savoir si on faisait les uns après les autres. Je dis oui, bien sûr, on a la semaine, donc allons-y, pas de problème. Donc globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça tous ensemble. Ça va ? Ouais ? Ok. Très bien. On va juste caler une dernière fois la consigne. Est-ce que vous voyez bien les mots tout au fond de la salle ? Levez la main si vous voyez bien les mots. Ouais ? Ça marche, super. Ok, donc je vous donne le top départ, 1, 2, 3, top, et à ce moment-là, à haute voix, le plus rapidement possible, je rappelle le plus rapidement possible, vous lisez les mots les uns après les autres, et quand vous arrivez en bas de la série, en haut, en bas à droite, vous levez la main. Ok ? C'est bien ligne par ligne. Ça va ? Allez, on y va. 1, 2, 3, top. Vous êtes extrêmement rapide. C'est très impressionnant. Globalement, en moyenne, vous mettez entre 4 et 6 secondes pour lire cette planche, ce qui est tout à fait normal. Vous êtes des lecteurs et des lectrices expertes. Et donc, globalement, vous allez analyser les bigrammes, c'est-à-dire les suites de lettres de chacun de ces mots, et vous allez très rapidement accéder à leur sens et à leur prononciation. Évidemment, c'était ma situation de comparaison. C'est ce qu'on appelle la situation témoin ou contrôle. C'est ma ligne de base. Maintenant, on va rentrer dans la situation dans laquelle il va falloir que vous résistiez à un automatisme de pensée. Ça va ? Ok ? Donc je vais évidemment générer un petit conflit entre deux informations. Et pour pouvoir faire ça, j'ai juste changé la façon dont j'ai imprimé ces mots.
je cale la consigne avec vous. C'est exactement la même consigne. Je vais vous dire tout à l'heure, et là, vous avez commencé beaucoup trop tôt, je ne vous ai pas donné le top départ. C'est comme avec les élèves, c'est-à-dire que ça n'écoute pas la consigne. Donc on écoute la consigne jusqu'au bout. Donc là, on change l'activité. L'enjeu, ça n'est plus maintenant de lire les mots, mais d'identifier la couleur de l'encre dans laquelle on a imprimé chacun de ces mots. Donc le premier, il faut répondre. Le deuxième ? Ok, très bien. Donc même tâche que tout à l'heure, je vous donne le tas de départ, à haute voix, tous ensemble, vous identifiez la couleur de chacun de ces mots, la couleur, pardon, de l'encre dans laquelle on a imprimé chacun de ces mots, ligne par ligne, et quand vous arrivez au bout de la séquence, vous levez la main. Ça va ? On y va ? Ok. 1, 2, 3, top. Il y en a qui continuent. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que chaque mot génère un conflit dans votre cerveau entre deux informations. L'information qui relève de la dénomination du mot et l'information relative à la couleur de l'encre. Et donc, à chaque mot imprimé, vous devez engager ce système 3, ce système d'inhibition, qui vous permet, au cas par cas, d'inhiber l'information non pertinente, la dénomination du mot, pour traiter l'information pertinente, ici la couleur de l'encre. Et vous mettez beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que globalement, votre temps de réponse augmente de 3 à 4 fois par rapport à la première planche. Et ça, c'est le coût cognitif de l'inhibition. C'est-à-dire que inhiber, ça prend du temps, ça prend des ressources cognitives. Et vous avez peut-être aussi remarqué qu'au cours du temps, ça devient de plus en plus difficile. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on réengage notre système cognitif pour essayer d'inhiber les informations. Donc plus on est dans une situation dans laquelle on sollicite ce troisième système de pensée, plus c'est difficile de les réengager au cours du temps. Donc plus on aura tendance à pouvoir se laisser tromper par une information qui est une information potentiellement fausse dans un contexte donné, par exemple sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui peut se passer sur un réseau social. On scrolle, et puis une première fausse information, on arrive peut-être à essayer d'exercer une pensée critique, et puis une deuxième, puis une troisième, et tout ça, ça prend des ressources cognitives. La deuxième chose que vous n'avez peut-être pas vue, c'est que la variabilité, elle a explosé entre vous. C'est-à-dire que sur la première planche, vous mettez tous à peu près entre 4 et 6 secondes. Mais parce que c'est une tâche beaucoup plus complexe, qui vous demande beaucoup plus de ressources cognitives, vous avez beaucoup plus de variabilité. Et donc, la variabilité humaine, elle s'exprime évidemment beaucoup plus dans ce type de situation. Et je vais essayer de vous montrer que cette hétérogénéité finalement qu'on observe dans notre capacité à engager ce troisième système de pensée, évidemment, elle va créer aussi plus de différenciation entre les individus. Et j'y reviendrai quand je parlerai d'inégalités éducatives, parce que les inégalités éducatives, elles prennent leur source aussi dans ce troisième système de pensée qui est très inégalement réparti entre les individus en fonction de leur milieu social d'origine. D'accord ? Et je reviens à ma marotte qui était le troisième système de pensée pour apprendre à penser par et contre soi-même, notamment dans un monde dans lequel finalement on est en train de batailler entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. C'est ça la difficulté de notre monde actuel. Et ça n'aboutit pas, je dirais, à la plus mauvaise des solutions qui voudrait qu'il faut absolument bannir tous les adolescents des réseaux sociaux. C'est absolument pas la bonne façon de regarder les choses. Évidemment, c'est une question éducative. C'est-à-dire comment, finalement, on pense des systèmes éducatifs qui amènent les individus à être capables de pensée critique, c'est-à-dire d'exercer dans ces systèmes qui sont devenus des systèmes informationnels. C'est tout le problème des réseaux sociaux. Je rappelle que normalement, ça devait être des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils devraient simplement nous permettre de rester en contact avec nos proches. Et puis tout d'un coup, c'est devenu des réseaux informationnels, c'est-à-dire que vous avez des politiques qui se sont inscrits sur ces réseaux, qui donc avaient des objectifs très clairs de pouvoir avoir un impact sur l'opinion, et puis vous avez les grands médias qui ont suivi, ce qui est un peu le paradoxe, c'est-à-dire que ces grands médias se plaignent des réseaux sociaux, et en même temps, ils ont tous des comptes sur les réseaux sociaux. Donc ils ont créé des réseaux informationnels. À l'origine, ils n'étaient pas du tout faits pour ça, ces réseaux sociaux. Et puis, vous rajoutez par-dessus les intelligences génératives, les LLM, qui permettent de créer notamment des deepfakes. Donc maintenant, vous avez la capacité, globalement, de transformer n'importe quelle image, n'importe quelle vidéo, et de pouvoir faire dire à n'importe qui n'importe quoi. Avec toute la difficulté qu'effectivement, on bascule
dans une ère de la post-vérité potentielle, voire de la pensée désirante, où chacun pense ce qu'il veut et considère que c'est la réalité. Puisque le LM, c'est précisément ce qu'il permet. Donc c'est juste, pour être très clair, les 3 images sont fausses. D'accord ? Non mais pour vous, c'est très évident, parce que vous avez des connaissances. Mais si je n'ai aucune connaissance, ou si j'ai peu de connaissances sur ces 3 personnes, ça peut arriver. Si je suis un adolescent qui a 13 ans, je ne suis pas forcément intéressé à la politique française, pas nécessairement intéressé à la politique américaine du temps, ou allemande du temps de Merkel et d'Obama. C'est difficile pour moi de déterminer si c'est vrai ou c'est faux. Et donc vous voyez bien là toute la difficulté qu'il peut y avoir en fonction des connaissances que vous avez à pouvoir exercer précisément un esprit critique. Donc la dernière est fausse aussi. Mais je sais pas, la dernière elle a un caractère... moi j'aime bien cette grosse doudoune blanche. Je trouve que ça va bien avec la papa mobile et tout ça. Je trouve qu'on devrait leur faire une petite idée que ça pourrait être une bonne idée. Pourquoi ça pose un problème particulièrement pour les adolescents ? Ça pose un problème, alors pas, vous verrez qu'en fait c'est beaucoup plus large que pour les adolescents, mais si on réfléchit au réseau social, le réseau social, il a d'une certaine manière des caractéristiques qui rentrent en résonance avec des vulnérabilités du cerveau adolescent. C'est ça la particularité, c'est cette double vulnérabilité d'un cerveau adolescent qui en même temps a besoin de se socialiser, qui globalement recherche des récompenses sociales et qui en même temps est à un stade de son développement dans lequel c'est particulièrement difficile de réguler ses émotions, de faire la part des choses entre l'influence des autres et la pensée qu'il peut développer par lui-même. Notamment parce que ce cerveau adolescent a une particularité, c'est qu'il est à un stade de son développement et de sa maturation cérébrale qui fait qu'il est plus sensible à un certain nombre de caractéristiques de l'environnement dans lequel les enfants et les adolescents vont se développer. Et en particulier, le cerveau adolescent, il se caractérise par une influence très forte des régions limbiques du cerveau. Donc les régions limbiques du cerveau, c'est ce que vous voyez à gauche de cette diapositive. En bas à gauche, ces régions en rose sont les régions du système limbique. Et ce système limbique, vous allez voir tout de suite pourquoi ça rentre en résonance potentielle avec les réseaux sociaux, c'est le système de la réactivité émotionnelle, le système de la recherche du plaisir, le système qui est lié à la récompense et à l'anticipation des récompenses potentielles dans un contexte donné, c'est aussi notre système motivationnel. Et donc, ce système, il a la particularité de se développer très rapidement au cours de l'adolescence. Il est globalement hyper fonctionnel dès le début de la puberté, alors que ces adolescents, ils ont encore des régions préfrontales du cerveau, derrière le front, qui continuent leur développement pendant toute la période de l'adolescence, qui va globalement de l'entrée dans la puberté. Donc je rappelle rapidement, en moyenne, les filles rentrent dans la puberté entre 8 et 12 ans, et les garçons sont entre 10 et 14 ans. Et la fin de la puberté, c'est autour de la fin de la puberté. La fin du développement cérébral, c'est autour de 25 ans. Donc la période de l'adolescence, en fait, c'est une période très très longue. C'est une période de plus de 15 ans dans laquelle le cerveau, globalement, va être sous influence du système limbique parce que le cortex préfrontal n'aura pas fini de se développer. Et ce décalage, ça crée finalement des opportunités et des vulnérabilités. Et notamment chez les adolescents, une vulnérabilité au contexte social. Les adolescents ont une particularité, ils sont très sensibles au contexte social, beaucoup plus sensibles au contexte social que les adultes. Ce n'est pas forcément négatif, mais ils sont beaucoup plus influencés par le contexte social et très en demande de récompenses, mais pas n'importe quel type de récompense sociale. C'est pas vrai qu'ils aiment fondamentalement avoir des points sur un jeu vidéo ou des likes en tant que tels. Ce qui les intéresse, c'est la récompense sociale. Et le like, c'est une récompense sociale. Et c'est comme ça qu'il faut penser l'influence potentielle des réseaux sociaux pour les adolescents. Et encore une fois, l'aboutissement de tout ce que je viens de vous dire, ça ne veut pas dire qu'il faut interdire les réseaux sociaux aux adolescents de moins de 15 ans. Ça veut simplement dire qu'il faut les sensibiliser sur cette particularité du cerveau adolescent. Et c'est sûr que c'est un tout petit peu plus courageux de faire ça que d'interdire les réseaux sociaux. Voilà, bon, je vais le dire de façon un peu répétée dans ma... Non, mais c'est que quand vous faites partie d'une commission sur laquelle vous faites une recommandation de ne pas interdire les réseaux sociaux, si et seulement si à côté vous avez toute une dimension éducative et qu'on récupère de cette commission uniquement les recommandations en termes d'interdiction, vous vous sentez un tout petit peu arnaqué par le politique. C'est pas grave, hein, ça arrive. Ça arrive.
Globalement, quelles sont les particularités de l'adolescence? Donc on le disait, la particularité du cerveau adolescent, c'est qu'il est très influencé par le contexte social. Donc l'influence sociale, la première fois qu'on l'a montré, c'est notamment dans une tâche de psychologie sociale qui avait été proposée par un chercheur qui s'appelle H. Et dans cette situation qui permet d'évaluer le conformisme social, donc à quel point vous allez vous ranger vers une opinion dominante dans un groupe, globalement, l'expérience fonctionne de la façon suivante. Imaginez que vous rentrez dans une pièce. Dans cette pièce, il y a déjà 7 personnes qui sont assises. Et dans cette rangée de 8 chaises, en 7e position, il y a une chaise qui est libre. Donc vous allez naturellement vous asseoir sur cette chaise en 7e position de la rangée. Et puis, on vous demande de faire une tâche totalement triviale, extrêmement simple. On vous présente une petite baguette et on vous demande, entre 3 baguettes qu'on vous présente sur la droite de la diapositive, parmi ces 3 baguettes, quelle est celle qui a exactement la même taille que la baguette présentée sur la gauche? Donc c'est une tâche toute simple. D'accord? C'est des comparaisons de taille de segments. Okay? Il n'y a pas de piège. Il y a vraiment une baguette parmi les 3 qui a exactement la même taille que le segment qui vous est présenté sur la gauche. Donc la tâche, elle est très simple. Normalement, tout le monde devrait donner la bonne réponse dans ce contexte-là. Donc imaginons que vous ayez 3 baguettes notées A, B et C, que la bonne réponse que tout le monde devrait donner, c'est la réponse C. Et ce qu'on va manipuler, en fait, c'est la réponse donnée par le groupe. Chacun va donner sa réponse les uns après les autres. Et donc, alors même que vous êtes absolument persuadé que la bonne réponse, c'est la réponse C, imaginez la situation suivante. La première personne de la rangée vous dit A. Vous dites, bon, c'est bizarre, pas avoir bien regardé ce qui se passait. Puis la deuxième vous dit A. Vous commencez à vous dire, c'est bizarre, c'est peut-être moi qui ai mal regardé, ok, je regarde ce qui se passe. La troisième dit A, la quatrième dit A, la 5e dit A, la 6e dit A. La question, c'est qu'est-ce que vous faites en 7e position? Et en fait, dans 35% des cas, vous allez dire A. Parce que ce que vous ne voulez absolument pas, c'est d'être exclu du groupe. Donc vous êtes prêt, globalement, à tous les conformismes sociaux, en tout cas, dans un certain nombre de cas. C'est un peu comme la rationalité et l'irrationalité du cerveau humain. C'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, vous faites le choix d'aller vers l'opinion dominante simplement parce qu'elle vous prémunit d'être exclu d'un groupe social. Et si vous regardez ce qui se passe au cours du développement, ce qui est intéressant, c'est exactement ce qu'on a testé là. On a regardé le degré de conformisme social chez les enfants de 7-9 ans, chez les adolescents de 11-13 ans, de 15-17 et de 19-21 ans. Plus vous êtes haut, plus vous avez tendance à vous conformer à l'opinion dominante dans un groupe. Ce que vous voyez, c'est que jusqu'à 19-21 ans, le conformisme social est supérieur à celui observé chez les enfants. Donc l'adolescence, c'est une période de la vie dans laquelle le choix fait par les autres individus de votre groupe social d'appartenance va énormément impacter vos décisions et votre prise de décision. Et globalement, c'est exactement ce qui se passe sur un réseau social. Si tous vos copains ont liké une information en disant qu'elle est vraie, même si vous pensez, et même si vous avez exercé une pensée critique dans ce contexte-là, ça va être extrêmement difficile pour vous d'exprimer cette opinion contre votre groupe social d'appartenance, parce que le risque associé, c'est l'exclusion sociale. Et c'est la seule chose que vous ne voulez pas. Parce que l'exclusion sociale, dans un cerveau adolescent, ce que ça active, c'est les régions liées à la douleur physique. Ce que ne peut pas supporter un cerveau adolescent, c'est l'exclusion sociale. Alors, c'est vrai aussi pour un cerveau d'adulte, c'est vrai aussi pour un cerveau d'adolescent, mais c'est encore plus important chez les adolescents. L'exclusion sociale, c'est un risque qu'ils ne peuvent pas prendre. Alors, pour plein de raisons, et je ne pourrais pas élaborer sur toutes les raisons qui font que les adolescents ne peuvent pas se permettre d'être exclus de leur groupe social d'appartenance. L'autre particularité du cerveau de l'adolescent, c'est qu'il est très orienté vers la récompense immédiate. C'est-à-dire que quand il fait des choix, quand il fait une prise de décision dans un contexte donné, il va plutôt avoir tendance à s'orienter vers un choix qui lui permet de maximiser ses récompenses immédiates. Donc typiquement, si vous lui proposez une situation dans laquelle vous lui dites « tu préfères 400 € maintenant ou 700 € dans 6 mois », il va avoir tendance à prendre 400 € tout de suite. D'accord ? Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'à partir du moment où il prend la même décision dans un contexte social, c'est-à-dire entouré d'autres adolescents, même si cet adolescent
ne lui disent pas quelle décision prendre, il va être encore plus orienté vers les récompenses immédiates. Et ça, c'est exactement ce qui se passe sur un réseau social. On passe notre temps à être dans des situations dans lesquelles on accepte ou non de différer la récompense immédiate, qui pourrait être de liker ou de ne pas liker une information, de transférer ou de ne pas transférer une information à son groupe social d'appartenance pour en retirer un bénéfice social ou pour, au contraire, risquer potentiellement une exclusion du fait d'avoir, par exemple, partagé une vraie, une fausse information ou une information qui n'intéresserait pas le groupe social. Donc c'est la particularité du cerveau adolescent, c'est qu'il va être d'autant plus sensible sur ces réseaux à un certain nombre de caractéristiques de ces réseaux sociaux et notamment aux récompenses sociales qu'ils peuvent espérer dans ces contextes informationnels particuliers. Alors qu'est-ce qu'on sait finalement de la consommation, parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur la consommation des adolescents sur des réseaux sociaux. Je voulais vous présenter cette étude qui a été menée par l'ARCOM. L'ARCOM, c'est le régulateur des radiocommunications et audiovisuels français, mais il s'occupe aussi d'Internet et des réseaux sociaux, et notamment des VLOP, c'est-à-dire les Very Large Open Platforms, en gros YouTube. Il s'occupe de YouTube et de tous les réseaux sociaux et de réguler Internet. C'est lui, par exemple, qui met en place en France ce dont vous avez peut-être entendu parler, c'est ce qu'a voté la Commission européenne, le Digital Service Act, qui est une régulation des très grandes plateformes et des réseaux sociaux. D'accord ? Et il a mené une enquête sur 2000 adolescents âgés de 11 à 17 ans. Et la question, c'est quel est l'âge moyen, par exemple, d'accès aux plateformes vidéo ? C'est 11,2 ans, donc il ne faut pas non plus fantasmer que tous les enfants, à partir de 6 à 7 ans, sont sur YouTube. Ce n'est pas vrai, en fait, ce n'est pas tout à fait ça. L'âge moyen, c'est 11,2 ans. Et si vous regardez l'âge moyen de création d'un compte sur un réseau social, c'est 12,3 ans. Alors ça, c'est un peu plus problématique parce que, je rappelle, que dans les conditions générales d'utilisation, les CGU, vous n'avez pas le droit d'ouvrir un compte social avant 13 ans. Donc si la moyenne, elle est 12,3 ans, ça veut dire qu'il y a quand même un sacré paquet d'adolescents avant 13 ans qui ouvrent des comptes sur ces réseaux sociaux. Et l'autre problématique qu'on voit effectivement émerger, c'est que plus les adolescents sont jeunes, plus ils sont allés tôt et plus ils ont créé tôt des comptes sur des réseaux sociaux. Si vous prenez les adolescents qui ont 11 ans à l'heure actuelle, vous en avez plus de 45% qui disent avoir commencé à utiliser les réseaux sociaux avant 11 ans. Donc c'est quand même une part extrêmement importante de la population des adolescents. Ce qui est intéressant, c'est que si vous comparez aux adolescents qui ont 17 ans aujourd'hui, vous n'en avez que 8% qui déclarent avoir commencé à utiliser les réseaux sociaux avant 11 ans. Donc il y a un effet de cohorte. C'est-à-dire que les adolescents les plus jeunes ont commencé à utiliser les réseaux sociaux de plus en plus jeunes. Et donc là, il y a effectivement un enjeu pour le régulateur de déterminer comment on peut essayer au moins que ces conditions générales d'utilisation soient respectées chez les adolescents. Alors si on regarde un peu qu'est-ce qu'ils consomment à quel âge, globalement, ce que vous voyez, c'est qu'ils utilisent pour 50% d'entre eux YouTube à 11 ans, 28% utilisent plutôt Snapchat et TikTok, Instagram n'est pas trop utilisé chez les 11 ans, et puis progressivement, à 13 ans, on voit que Snapchat, Instagram et TikTok vont commencer à augmenter, et autour de 15 ans, il y a une proportion quasiment égale d'utilisation de TikTok, Snapchat et Instagram. D'accord ? Donc c'est l'utilisation quotidienne, la proportion d'adolescents qui utilisent quotidiennement l'un de ces réseaux sociaux. D'accord ? Sachant qu'un même adolescent peut avoir des comptes sur tous les réseaux sociaux. D'accord ? Donc ils ont effectivement une utilisation de façon relativement importante de ces réseaux sociaux, et en moyenne ils ont 3,6 comptes, ou en tout cas ils utilisent quotidiennement 3,6 plateformes entre 11 et 17 ans. Donc ils vont sur ces différentes plateformes. Après la question, c'est la question des usages. Ils ne font pas tous la même chose sur les réseaux sociaux. Vous en avez, on parle beaucoup du doom scrolling sur par exemple TikTok, mais tous les adolescents ne font pas du doom scrolling. Vous en avez aussi qui font des chorégraphies, qui postent sur TikTok uniquement pour leur groupe d'amis. Ça n'a évidemment pas le même effet que de faire du doom scrolling pendant des heures. D'accord ? Donc la question des usages aura évidemment un impact. Sauf que le type de réseau social que vous utilisez va vous exposer plus ou moins fortement à des mésinformations. C'est-à-dire que tous les réseaux sociaux ne se valent pas. Vous avez des réseaux sociaux sur lesquels il y a plus de mésinformations que sur d'autres réseaux sociaux. Et donc ça, c'est une étude européenne
qui montre notamment que la part de mésinformation, alors juste qu'on cale ce qu'on entend par mésinformation et désinformation, une mésinformation, c'est une fausse information qui est diffusée avec ou sans intention de tromper. Une désinformation, c'est une information fausse avec la personne qui la diffuse a l'intention de tromper le public. Donc c'est ça la grande différence entre mésinformation et désinformation. Donc quand on parle de mésinformation, c'est des fausses informations qu'on a diffusées avec l'intention ou sans intention de désinformer le public. D'accord ? Ce que vous voyez, c'est que globalement, si vous regardez la part de fausses informations qui circulent sur les différents réseaux sociaux, TikTok c'est 20%, Facebook 15%, mais ça c'est pas très grave parce que les ados, ça c'est vous qui utilisez, enfin c'est nous, c'est les boomers quoi. Facebook ils s'en foutent, ils y sont pas, ça les intéresse pas. D'accord ? Donc nous on est quand même exposés à 15% de fausses informations sur Facebook, c'est beaucoup, hein. C'est non négligeable. TikTok 20%, Instagram finalement, paradoxalement ça a plutôt moins de fausses informations que sur Facebook et sur TikTok. Et sur Twitter, on est autour de 10%. Donc, surprenant aussi. C'est-à-dire que X, on pensait que c'était fondamentalement un réseau sur lequel il y avait énormément de fausses informations qui circulent. C'est pas tout à fait vrai. Alors, c'est en train de changer très rapidement. Avec Grok, notamment, il y a une problématique, c'est qu'il y a une IA spécifique qui a effectivement derrière une intention spécifique de désinformer ou en tout cas d'informer avec un prisme et une opinion très particulière. D'accord ? Donc, en fonction du type d'information, du type de réseau social que vous utilisez, vous êtes plus ou moins exposé à des fausses informations. Donc il faut être d'autant plus vigilant sur TikTok puisque vous avez globalement une information sur 5 qui va être une information fausse. Après, ça dépend évidemment de la façon dont vous allez utiliser ces réseaux sociaux. Si je suis connecté essentiellement à des comptes de grands médias, j'ai moins de chances d'être désinformé parce que globalement, sur les médias traditionnels, vous avez plutôt des vraies informations qui circulent. D'ailleurs, l'immense majorité des informations auxquelles on est exposé, nous adultes, parce qu'on a des modalités d'information qui sont un peu différentes de celles des adolescents, c'est des vraies informations. Le risque, c'est quand on commence à suivre des comptes qui ne sont pas des comptes de médias traditionnels. C'est là où on peut commencer, là où on a des risques d'être désinformé. L'autre chose, c'est qu'on peut tous être désinformés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que nous avons la capacité en tant qu'adultes d'exercer une pensée critique sur absolument toutes les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Je vous présente juste cette information-là qui d'ailleurs a été transférée ou en tout cas diffusée, y compris par des médias qui étaient des médias traditionnels. À un moment, il y a une fausse information qui avait émergé sur Facebook sur l'idée qu'il y avait eu un sujet du baccalauréat en France où on avait demandé de faire une dissertation sur une citation de Booba. Vous voyez qui c'est Booba? Parce que peut-être que c'est hyper culturellement biaisé. Ouais, c'est un rappeur français qui a priori écrit des textes, il y a peu de chances que ça se retrouve sur la citation du baccalauréat. Je veux dire, c'est pas tout à fait le contenu linguistique attendu dans une dissertation au baccalauréat. Donc c'était une fausse information. Mais c'est pas forcément très évident de savoir si c'est vrai ou faux. Et toute la difficulté, c'est que nous, en tant qu'adultes, en fait, on n'exerce pas de pensée critique sur l'information. Vous avez toutes et tous fait le choix de déléguer à un tiers la vérification de l'information. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez sur votre média de référence, celui que vous aimez bien, vous lisez les articles et vous considérez que les journalistes font le travail de fact-checking. Vous ne passez pas votre temps à fact-checker les informations qui vous sont présentées sur vos sites d'information préférentielle. Vous déléguez complètement à quelqu'un d'autre cette tâche difficile de vérifier l'information. Mais quand vous êtes un ado, c'est un peu plus compliqué, parce que vous n'êtes pas forcément abonné aux grands médias. Vous ne savez même pas forcément quels sont les médias fiables. Et donc, vous êtes sur un système informationnel beaucoup plus complexe que le système informationnel dans lequel nous naviguons en tant qu'adultes. Nous, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'on a des préférences politiques, par exemple, on est polarisé, on se dit, tiens, je vais aller regarder mes informations sur... Je ne connais pas beaucoup de médias. Le soir, ça marche, ça? Ouais. Ou je vais sur la RTBF ou autre, et puis je considère que les journalistes ont fait leur boulot. D'accord? Mais je ne suis pas en permanence en train de vérifier l'information. Si je suis un adolescent, c'est un peu plus compliqué, puisque globalement, je dois être en train d'exercer une pensée critique quasiment systématique sur les informations qui se sont présentées. Et donc c'est là où je me rends compte que je suis en train, ça va être très très compliqué, en 21 minutes, de terminer la présentation. Où il reste quand même la bagatelle de 60 slides. C'est pas grave, je reviendrai.
Je reviens. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire globalement sur comment on évalue la véracité d'une information? En fait, il y a plein de processus qui sont évalués, qui nous permettent d'évaluer la véracité d'une information. D'abord et avant tout, et c'est ce que montre un très grand nombre d'études, plus vous raisonnez de façon logique dans les petits problèmes que je vous ai présentés tout à l'heure, le nénuphar, la gomme et le stylo, plus vous êtes bon à identifier les vraies et des fausses informations. Paradoxal, mais en fait, quand on y pense 2 secondes, c'est votre capacité à penser par et contre vous-même. Parce que c'est la capacité à penser contre ces automatismes de pensée. Plus vous êtes bon pour penser contre vos automatismes de pensée, plus vous avez de capacité à discerner les vraies des fausses informations qui vous sont présentées. Premier processus important qu'il faudrait réussir à développer chez les adolescents si on veut qu'ils soient en mesure de discerner les vraies des fausses informations. La deuxième chose, c'est, on le disait tout à l'heure, les connaissances. Si je n'ai pas de connaissances, je ne peux pas exercer de pensée critique. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de marteler cette information aux collégiens et aux lycéens, c'est-à-dire je vais y arriver, les élèves du secondaire. Ouais. Les élèves du secondaire, il faut leur marteler ça. Oui, bien sûr, on a maintenant des systèmes Internet qui nous permettent d'accéder à toute la connaissance qui a été créée, mais en fait, si on n'a pas de connaissances et un socle de connaissances vérifié, on ne peut pas exercer de pensée critique. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut encore, en tant qu'être humain, apprendre et mémoriser des connaissances fiables, parce que c'est le seul moyen, ensuite, d'évaluer la véracité et la fiabilité des connaissances auxquelles nous sommes exposés. On ne peut pas simplement s'en remettre, finalement, à Internet pour déterminer la véracité d'une information. Troisième idée, ou troisième processus important pour la vérification des informations, qui relève de facteurs cognitifs, c'est l'effet de vérité illusoire. Et ça, c'est très problématique, l'effet de vérité illusoire. C'est le fait que plus on est exposé à la même information, plus on a tendance à penser que l'information est vraie. Et donc, ça pose la question des systèmes qu'on met en place pour débunker les fausses informations. En fait, quand on fait du débunkage d'une information, c'est-à-dire que quand on va dire au public, attention, cette information, elle est fausse, on représente l'information fausse au public. À chaque fois que vous représentez une fausse information, vous créez une familiarité avec cette information, et plus vous êtes familier avec une information, plus vous avez un sentiment de familiarité par rapport à cette information, plus vous aurez tendance à penser que l'information est vraie. C'est ce qu'on appelle l'effet de vérité illusoire. Et donc là, il y a un véritable enjeu. C'est-à-dire comment on pense des systèmes informationnels et de lutte contre la désinformation dans lequel on ne les pense pas que sous le prisme du debunking. Parce que le debunking, ça crée l'effet de vérité illusoire. Et donc c'est un effet qui va être contre-productif sur le long terme sur notre capacité à exercer du sens critique par rapport à l'information. L'autre, évidemment, facteur socio-affectif qui va jouer, c'est l'effet de la source. On sait que ça joue. Plus vous êtes exposé à une information qui est diffusée par une source fiable, plus vous avez tendance à considérer que l'information est vraie. C'est-à-dire que le problème, c'est quand le soir où la RTBF commence à diffuser des fausses informations. Parce que c'est très difficile d'exercer un sens critique dans ce contexte-là, puisque normalement, c'est des sources en lesquelles vous avez confiance. C'est des sources normalement fiables. C'est là où vous avez le plus de fiabilité d'être exposé à des vraies informations. Donc l'effet de la source, évidemment le caractère plus ou moins émotionnel des informations qui vous sont présentées, on voit bien comment ça marche. Quand quelque chose provoque une émotion chez nous, quand une information provoque une émotion chez nous, quand elle est sensationnaliste, c'est évidemment très difficile parfois d'exercer sa pensée critique dans ce contexte-là. Tout d'un coup, ça nous amène, alors même que l'information est fausse, à dire à tel ou tel copain, t'as vu cette information, c'est incroyable. Sauf qu'en fait, c'est totalement faux. Mais parce que c'est un ressort extrêmement puissant. Il suffit que je déclenche une information très forte chez vous pour que ça attise votre curiosité et que vous ayez du mal à dissocier le caractère véridique ou faux de l'information. Et puis la dernière chose, c'est tous nos biais. C'est tous ceux dont je vous ai présenté tout à l'heure. Le biais, par exemple, de quand vous entendez plus que, vous faites une soustraction, quand vous entendez moins que, vous faites une addition, ce qui vous amène à vous tromper dans le cadre du problème sur la gomme et le stylo, c'est un biais. On a des biais dans la façon dont on évalue les informations. Alors je vous en cite 2 sur lesquels effectivement il faut exercer notre capacité à résister. Le premier, c'est le biais de confirmation. Notre cerveau, il a une tendance à chercher à interpréter, à mémoriser les informations qui confirment nos idées ou nos opinions. C'est ça, en fait, la grande difficulté d'exercice de notre sens critique. C'est qu'on a tous des opinions. On a tous des croyances. On a tous des polarisations sur un certain nombre de questions sociétales et politiques.
Et que le problème du cerveau humain, c'est qu'il a tendance, globalement, à chercher les informations qui confirment ses opinions préexistantes. Et donc vous voyez bien le problème avec les réseaux sociaux. Si vous êtes dans des bulles de filtre et des bulles cognitives dans lesquelles, à partir du moment où vous passez un peu de temps sur une vidéo parce qu'elle vous intéresse, je ne vais vous présenter que des vidéos similaires, je vous enferme globalement dans vos opinions et vos croyances. Et donc ça devient très difficile d'exercer sa pensée critique, puisque globalement, vous ne voyez qu'une partie de la réalité. Vous ne voyez que la réalité qui correspond à votre pensée désirante, à ce que vous désirez, à ce que vous aimez d'une certaine manière, sans prendre en compte la complexité finalement de l'ensemble des informations, et y compris des informations contradictoires qui devraient vous amener à prendre une décision différente par rapport à la véracité des informations qui vous sont présentées. Et la deuxième chose, c'est le biais d'autorité. C'est globalement votre tendance à faire confiance facilement à un expert lorsqu'il parle de son domaine ou pas. C'est globalement quand, si j'avais mis, bon là j'ai juste mis une veste, mais si j'avais mis mon beau costume ou ma toge de professeur, biais d'autorité. Je vais vous parler, je pourrais me mettre en chair un peu plus haut pour vous parler, je donne l'impression d'être un expert. Si je mets, alors ça marche encore mieux, si j'avais mis une blouse blanche, là j'étais un médecin, là vous allez me croire encore plus. Parce que les médecins, c'est des gens fiables. C'est des gens qui disent la vérité. C'est pas vrai, hein. Pas toujours. Vous pouvez la regarder en France. Nous, il y a un médecin qui s'appelle Didier Raoult. Là, il a rencontré plein de conneries hein, quand même pendant la Covid. Hein. Et vous voyez l'argument d'autorité. C'est-à-dire que tout d'un coup, plus personne n'a été en mesure d'exercer son sens critique, et notamment ce qui nous réunit tous en tant que scientifiques, c'est-à-dire la méthode qu'on utilise précisément pour éviter les biais dans l'interprétation des données. Didier Raoult, il est arrivé devant tout le monde, il a dit « Ok, c'est une situation de crise, oh, la méthode scientifique, on s'en fout. Moi, j'ai l'impression que le médicament, il marche bien. » Ouais, alors l'impression que le médicament, il marche bien, en fait, ça, c'est pas la méthode scientifique. Ça, généralement, ça aboutit à des catastrophes sanitaires, et c'est exactement ce qui s'est passé. Hein, c'est-à-dire que les gens qui ont été traités avec l'hydrochloroquine sont plus morts que les gens qui n'ont pas été traités avec l'hydrochloroquine. Donc, mais comme il s'appelait Didier Raoult et qui venait se présenter à la télévision en disant « Je suis le plus grand scientifique français, j'ai publié 1300 articles scientifiques, et donc je détiens la vérité. » Ça, c'est l'argument d'autorité. Et vous voyez que ça marche sur tout le monde, puisque notre président de la République s'est déplacé à Marseille, dans son hôpital, pour lui serrer la main, lui dire « Merci, ce que vous faites pour la France, c'est fantastique. Vous tuez des gens sur Marseille, merci. » C'est globalement ce qu'il a fait. Hein. Le taux de mortalité était plus important à Marseille que dans les autres villes françaises. Donc c'est ça la difficulté de l'évaluation de l'information. C'est comment on exerce du sens critique, donc comment on engage son système 3 pour sortir de nos intuitions, de nos heuristiques de pensée, pour pouvoir réengager notre pensée analytique et délibérative. Alors, il y a plein d'études là-dessus. C'est bien, c'est que c'est un champ sur lequel il y a une confirmation par de multiples équipes qui montrent de façon systématique que si vous avez tendance, dans le petit problème, c'est pas pour vous stigmatiser, hein, c'est pas parce que vous avez donné la mauvaise réponse sur la balle, sur la gomme et le stylo que vous êtes nécessairement propice à la désinformation. Mais globalement, plus les gens s'engagent dans une pensée intuitive, plus ils ont tendance à considérer que les informations fausses sont vraies, et plus vous vous engagez dans une pensée délibérative spontanément, plus vous avez tendance à réellement essayer d'évaluer un certain nombre de méta-informations sur l'information qui vous est présentée, plus vous avez tendance à avoir des facilités à discerner les vraies des fausses informations. D'accord ? C'est ce que montrent toutes les études du domaine, et ça c'est vrai chez l'adulte. Le paradoxe, c'est que jusqu'il y a 3-4 ans, il n'y avait pas une seule étude chez l'adolescent. Personne ne savait, il n'y avait pas un laboratoire dans le monde qui avait fait une étude chez l'adolescent pour savoir quelles étaient les capacités des adolescents pour discerner les vraies des fausses informations. Pas d'étude. Un angle mort total. Comme si les adolescents n'étaient pas sur les réseaux sociaux, comme s'ils ne s'informaient pas, alors qu'ils passent leur temps à être exposés à des informations sur les réseaux sociaux. Donc globalement, pour la tâche qu'on utilise, qu'on a commencé à utiliser au laboratoire, c'est une tâche toute simple. Donc on présente un post. Bon, là, c'est un post qui ressemble à un post Facebook. On a des posts qui ressemblent à des posts Instagram. On vous présente globalement une petite photo, quelques lignes de texte, exactement ce que vous voyez sur un réseau social, et on vous demande simplement d'évaluer la véracité de l'information sur une échelle de 1 à 4. Donc si vous répondez 1, vous pensez que l'information est fausse,
4 que l'information est vraie, vous pouvez dire bon, je pense qu'elle est un peu fausse ou un peu vraie. D'accord? Et puis, on est allé chercher des vraies fausses informations. C'est-à-dire qu'on est allé sur des sites de fact-checking et on est allé chercher des informations typiquement qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Donc là, c'était une fausse information qui avait pas mal circulé à un moment. L'idée que quelqu'un avait trouvé dans une boîte de KFC un rat frit. En fait, c'était une fausse information. Ça, c'était pas vrai. Mais ça a beaucoup circulé. Hein. Ça a circulé sur plein de réseaux sociaux et elle a été relativement virale. Et donc, ce qu'on regarde simplement, c'est regarder à différents âges du secondaire ou à différents niveaux du secondaire à quel point les adolescents peuvent discriminer entre ces deux types d'informations, des fausses informations et des vraies informations. Donc, on regarde, est-ce que le score moyen attribué aux fausses informations est un peu plus bas que le score attribué en moyenne aux vraies informations. Et si c'est le cas, on dit ils commencent à être en mesure de distinguer les vraies des fausses informations. Globalement, en début du secondaire, ils ne discernent pas du tout les vraies des fausses informations. En bleu, vous avez les scores attribués aux vraies informations. En bordeaux, vous avez les scores attribués aux fausses informations. Et vous voyez que c'est au cours du secondaire, au début du secondaire, que progressivement, ils ont la capacité de discerner et de commencer à discerner les vraies des fausses informations. D'accord ? Ensuite, on s'est posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui prédit, qu'est-ce qui explique que progressivement, avec l'âge, ils deviennent meilleurs pour discerner les vraies des fausses informations ? Globalement, ce qui va être le plus explicatif, c'est leur capacité de raisonnement analytique, c'est-à-dire leur capacité à répondre, notamment dans la petite tâche que je vous ai présentée sur le nénuphar. Donc plus ils sont bons pour répondre sur la tâche du nénuphar, plus ils ont été capables de répondre 29 plutôt que 15, plus ils ont tendance à être bons pour discerner entre les vraies et les fausses informations. Donc ça vous montre que s'il y a une dimension qu'il faut essayer de développer pour armer les adolescents avec la capacité de discerner les vraies et fausses informations, c'est essentiellement cette capacité qui vise à réussir à penser contre soi-même. Deuxième chose, non, je vais passer ça. Hop, tac, paf, touc. Attendez, hop, non, ça je vais passer aussi. Pouf, 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 hop, c'est pas grave. Non, non, c'est pas grave. Hop, tac. On a fait une autre étude. On est allé voir le ministère de l'Éducation nationale en France. On a dit, on est les premiers au monde à avoir regardé ce qui se passe chez les adolescents pour la désinformation. Vous ne voulez pas aller tester ça à très très grande échelle? Donc comme ils nous aiment bien, ils ont dit ok, on va faire ça, mais sur 24 000 élèves maintenant. Donc on a 24 000 données sur des élèves. Alors 6e, c'est trop compliqué, j'y arrive pas en fait. Il y a un degré d'inhibition qui est requise pour moi qui est beaucoup trop fort. Donc pour vous, c'est quoi? 6e primaire. Ok. Non, c'est attendez. Non, vous êtes sûr que c'est pas la 6e primaire? Parce que ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans qu'ils sont dans le système éducatif. Ouais, vous avez raison, 6e primaire. C'est elle qui avait raison. Vous avez tort. Je fais de la stigmatisation sociale. Toujours agréable à ce moment-là de la soirée. Donc 6e primaire et ensuite seconde générale, ça veut dire que je sais pas. 3e secondaire. Je sais pas. Non, ils sont au lycée. C'est la première année du lycée en France. 4e secondaire. 4e secondaire. Après, il y aura la première et la terminale. 4e secondaire. Ok, 6e primaire, 4e secondaire. Ça va? Ok, on est calé, on a fait un calage culturel entre nos deux systèmes éducatifs. Ok, et on leur a dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire la petite tâche qu'on vous a présentée tout à l'heure, les vraies, fausses informations, évaluer à quel point elles sont vraies ou fausses. On va leur demander de faire une petite tâche de raisonnement comme celle du nénuphar. Et puis, nous, ce qui nous intéressait aussi, c'est à quel point ils adhèrent à des pensées complotistes, les adolescents. Parce que ça fait un petit moment que ça nous titille, de savoir est-ce qu'ils adhèrent, vous savez, à des pensées complotistes du type il y a un groupe de gens cachés qui contrôlent le reste du monde. Vous voyez le genre de pensée complotiste? Antisémite, quoi. Parce que souvent, le groupe caché, manque de bol, c'est toujours eux. Hein. C'est jamais un autre groupe, ça tombe toujours sur eux. Donc on a essayé de regarder ça, et puis on a regardé aussi qu'est-ce qui pourrait expliquer les différences entre les individus. Et globalement, hop. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, globalement, ça augmente quand même au cours du... Alors, entre... J'ai paumé. 6e primaire et 4e secondaire, j'y arrive, globalement, ils deviennent un peu meilleurs. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle.
Ils deviennent un peu meilleurs, mais ça dépend de leur origine sociale. Plus ils viennent de milieux sociaux défavorisés, plus ils ont du mal à discerner les vraies des fausses informations. Et c'est assez lié à leurs compétences en maths et en français. Bon, ben, bonne nouvelle, on ne fait pas n'importe quoi dans le système éducatif. Si vous êtes bon en gros en français et en maths, ben, globalement, vous développez aussi des compétences qui vous permettent d'évaluer l'information. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est à l'échelle d'un système éducatif globalement. Ensuite, on s'est intéressé à l'adhésion aux théories complotistes. Donc à quel point les élèves de 6e primaire et de 4e secondaire adhèrent à des petites phrases du type « des groupes secrets contrôlent l'esprit des gens sans qu'ils le sachent ». Bon, bah, globalement, vous en avez quand même 16% qui pensent que c'est vrai. Il y en a 51% qui pensent que certains groupes politiques ont des projets secrets qui ne sont pas bons pour la société. C'est beaucoup quand même. Hein. Vous avez 50% des adolescents qui pensent que... Mais peut-être que vous adhérez à cette pensée complotiste. Je ne sais pas, je vous laisse... Ça dépend des groupes politiques en fait, hein. Évidemment, c'est toujours ça. Ça dépend des groupes politiques. Non, alors le plus intéressant, c'est des sociétés secrètes contrôlent les hommes politiques et les autres dirigeants. Il y a quand même 25% des adolescents qui pensent que c'est le cas. C'est beaucoup, hein. C'est-à-dire un quart de la population adolescente pense qu'il y a des groupes secrets qui, globalement, contrôlent les individus. Et puis, alors, le plus drôle, je veux quand même vous la raconter parce que ça m'a fait rire. Il y a quelques semaines, j'ai été invité par... en France, quelque chose qui s'appelle l'Académie du renseignement. En gros, c'est que des espions. Super intéressant, donc je leur présente tout ça, parce que je voulais savoir un peu comment les adolescents s'informaient. Et je leur présente ça. Le gouvernement surveille les gens en secret. Ils me disent, mais ça, c'est pas une théorie du complot. Nous, on surveille tout le temps les gens en secret. C'est ça notre boulot, en fait. Donc, c'était intéressant, parce qu'en fait, et là, vous voyez la limite de ces échelles. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait des théories du complot. La question, c'est, est-ce que vous allez scorer très fortement sur ce type d'item, ce qui est plutôt, en fait, démontre votre connaissance de la façon dont peuvent fonctionner les États. Les États, effectivement, espionnent en partie leurs citoyens et suivent leurs activités numériques. D'ailleurs, ceux qui sont les plus embêtés par l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, ben, c'est les espions. Moi, ils m'ont dit, mais c'est une catastrophe. Vous ne vous rendez pas compte, on ne pourra plus suivre les individus, puisqu'en fait, c'est leur système d'information préférentiel. Ils regardent les activités en fait, sur les réseaux sociaux et ça leur permet d'anticiper potentiellement des risques de radicalisation et ainsi de suite. Donc, bon, ça évidemment, c'est trop compliqué d'expliquer ça aux hommes politiques français, que c'est peut-être une énorme connerie qu'ils sont en train de faire. Mais bon, on le verra d'ici quelques années. Donc, globalement, ils adhèrent quand même à un certain nombre de théories complotistes et pareil que ce que je vous disais tout à l'heure, plus ils ont des bonnes capacités de raisonnement analytique, plus ils sont capables d'adhérer un peu moins fortement à ces différentes type de pensée conspirationniste. Donc ça veut dire que cette pensée à penser contre soi-même, ça nous prémunit aussi d'adhésion aux théories complotistes. D'où l'enjeu d'apprendre à penser contre soi-même, d'apprendre à résister à ces automatismes de pensée. Donc maintenant, il y a 7 minutes pour vous faire tout un champ de recherche sur la question des inégalités éducatives. Donc je prends 17 minutes. Je vous parle des inégalités éducatives. Ouais. Allez, hop, je cite tout ça, paf, 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 tac, tac, tac. Ok, inégalité éducative. Pourquoi c'est important de se poser la question de savoir est-ce que ces mécanismes de résistance aux automatismes, ça joue aussi sur nos capacités d'apprentissage et est-ce que ça pourrait expliquer en partie les inégalités éducatives qu'on observe dans nos différents pays. Je rappelle, le cerveau se développe très longtemps après la naissance, c'est la particularité du cerveau humain. Il commence à se développer pendant la période de la gestation, pendant la période de la grossesse, le cerveau se développe. L'autre particularité du cerveau humain, c'est qu'il continue à se développer pendant plus de 20 à 25 ans après la naissance. Il y a même une étude récente qui suggère que l'adolescence durerait jusqu'à 32 ans. Donc ceux qui ont des adolescents à la maison, voilà, ça dure jusqu'à 32 ans. Super. Moi j'en ai 19 et 16, hein, donc bon, en fait c'est long encore, hein, il va falloir que je sois résilient dans les années qui viennent. L'autre particularité du cerveau humain, c'est qu'il est très plastique. Vous avez déjà entendu ça. Ça veut dire quoi, plastique? Ça veut dire qu'il se transforme très rapidement au cours des apprentissages. Ça, c'est le caractère positif de la plasticité cérébrale. Quand on est engagé dans un apprentissage, on a des transformations de l'architecture du cerveau qui nous permettent d'acquérir des compétences. Et ça, c'est vrai à n'importe quelle échelle de temps, même sur des échelles de temps très courtes. Le temps qu'on aura passé ensemble ce soir, si vous retenez quoi que ce soit de ce que je vous ai dit,
vous aurez transformé votre cerveau, peut-être pour le reste de votre vie. Enfin, jusqu'à ce que vous oubliez tout ce que je vous ai raconté. D'accord ? Donc ça, c'est le caractère positif de la plasticité cérébrale. Le caractère négatif de la plasticité cérébrale, c'est qu'évidemment, les cerveaux des enfants et des adolescents sont extrêmement sensibles à l'environnement. Et ils sont notamment sensibles à certaines caractéristiques qui sont surreprésentées dans certains milieux sociaux par rapport à d'autres milieux sociaux. Et donc, par exemple, c'est une étude qui a été publiée en 2007 qui montrait que si vous regardez la façon dont se développent différents systèmes dans le cerveau humain, certains systèmes, leur développement va être impacté par le milieu social d'origine de l'enfant. Et donc les trajectoires de développement cérébral qui sont présentes sur la gauche de la diapositive, elles divergent très tôt au cours du développement. Dès 4 mois après la naissance, les courbes de développement cérébral, elles sont différentes en fonction du milieu social d'origine. Et notamment dans toutes les régions qui sont représentées ici en rouge et en jaune. Et toutes ces régions, c'est des régions qui sont hyper importantes pour les apprentissages scolaires. C'est les régions liées à l'apprentissage du langage, les régions liées à la régulation des émotions, les régions liées à la mémorisation des informations à long terme et les régions liées à l'apprentissage des règles. Vous avez touché tous les systèmes dont vous avez besoin pour apprendre, sans exception. Et ça commence très tôt, dès 4 mois après la naissance. Des caractéristiques surreprésentées dans certains milieux sociaux vont impacter le développement cérébral. Okay ? Et si on regarde, c'est quoi ces caractéristiques qui sont les plus nocives pour le développement cérébral ? La première d'entre elles, c'est le stress chronique. Et ça, c'est vrai que les enfants, ils sont très inégalement exposés au stress chronique. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un milieu social très défavorisé, vous avez des risques de placement dans les familles d'accueil, vous avez des risques que vos parents perdent leur emploi, que donc vous perdiez votre logement, que vous vous retrouviez à la rue. Et tout ça, ça crée un stress chronique pour l'enfant et ça impacte le développement cérébral et donc ses apprentissages. Le deuxième d'entre eux, c'est le sommeil. Ça, c'est pareil, c'est une évidence. Mais si vous vivez dans un appartement exigu, avec beaucoup de monde au mètre carré, quand vous n'avez pas votre propre chambre, et c'est ce qu'on observe dans un certain nombre de groupes de milieux sociaux défavorisés, par définition, vous allez moins bien dormir. Et les mécanismes de neuroplasticité, notamment ceux qui sont impliqués dans la mémorisation à long terme, ils s'opèrent pendant la phase de sommeil. Il faut dormir pour apprendre, il n'y a pas d'autre solution. Pour retenir les informations auxquelles on a été exposé pendant la journée, il faut dormir. Et ça a une traduction dans des politiques publiques très rapides. Une des choses sur lesquelles je me bats depuis quelques années avec d'autres collègues en France, c'est 2 choses relatives au sommeil. La première, c'est qu'on laisse les enfants, alors comment ça s'appelle ici ? Les enfants de maternelle, avant l'école obligatoire. Entre 3 et 6. Maternelle, ça s'appelle maternelle aussi. Voilà. Mais si vous êtes capable d'utiliser le même nom pour la maternelle, pourquoi on est... Non, je plaisante. Ça serait totalement égocentré comme biais. Mais comme je fais appel à ma résistance de mes automatismes de pensée, je me décentre. Donc à la maternelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les enfants qui ont besoin de dormir doivent pouvoir dormir pendant tout le temps de la maternelle. En France, c'est entre 3 et 6 ans. Ça veut dire, y compris quand vous êtes en grande section de maternelle, juste avant de commencer la première primaire, si vous avez besoin de dormir, il faut qu'on vous laisse dormir. C'est une mesure de réduction des inégalités éducatives. Parce que cette espèce de fantasme non pas des enseignants, mais des encadrants des enseignants, que c'est du temps pris sur les apprentissages, ça n'a aucun sens. C'est du temps d'apprentissage, le sommeil. Donc il faut laisser les enfants dormir. Le deuxième impact, c'est que si vous voulez avoir des leviers de réduction des inégalités en secondaire, c'est la même chose. Il faut que vous puissiez assurer que les adolescents dorment suffisamment. Et donc, vous faites ce qu'on sait qu'on doit faire depuis 20 ans, vous repoussez la première heure de cours d'1 heure. Parce que le sommeil adolescent, il a une particularité, c'est qu'il y a un décalage de phase dans le sommeil adolescent, donc de toute façon, ils vont aller se coucher 2 heures plus tard. Je vous rappelle que les besoins en sommeil d'un adolescent ou d'un enfant et d'un adolescent entre 6 et 13 ans, c'est 9 à 11 heures par nuit. S'ils vont se coucher à 23h30 et qu'ils commencent à 7h30 ou 8h30, ça ne marche pas en fait. Il n'y a pas le temps nécessaire de sommeil. Donc les adolescents, ils sont en déficit chronique de sommeil. Si vous voulez améliorer les apprentissages, en fait, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est déjà d'avoir un système éducatif qui prenne en compte les besoins physiologiques des élèves. C'est le minimum qu'on leur doit. C'est au moins construire un système éducatif qui soit fait pour eux, c'est-à-dire qui s'adapte à leur rythme physiologique de sommeil. Et en particulier pour les enfants qui viennent de milieux sociaux défavorisés, parce qu'ils ont les mêmes problèmes en secondaire. Hein. Ils n'ont pas leur chambre pour eux, donc ils ont toutes les interférences de leurs parents, leurs petits frères, leurs petites sœurs, et ainsi de suite.
Et puis la dernière chose, c'est la parentalité. C'est évident que les pratiques parentales, ça a un impact sur le développement cérébral, parce que vous avez des environnements dans lesquels on vous amène au musée, au cinéma, au théâtre, on fait des jeux de société avec vous. Et tout ça va être globalement promouvoir un certain nombre de processus qui sont importants pour le développement neurocognitif de l'enfant. Donc, ces inégalités éducatives, elles ont un impact en fait très réel sur le système biologique qui nous permet d'apprendre. C'est pour ça qu'elles émergent très tôt au cours du développement. C'est ce que vous voyez sur la gauche de cette diapositive. Sur la gauche de cette diapositive, vous voyez le nombre de mots dans le vocabulaire de l'enfant quand il rentre à la maternelle. Donc à 3 ans, l'école est obligatoire, en tout cas en France. Donc si vous regardez à 3 ans, à l'entrée à la maternelle, si vous venez d'un milieu, d'une classe sociale, classe moyenne à favoriser, vous avez à peu près 1900 mots dans votre vocabulaire quand vous rentrez à la maternelle. Quand vous venez d'un milieu social défavorisé, vous en avez 525. 600 mots de décalage dans le vocabulaire de l'enfant, au moment où il rentre à la maternelle. C'est énorme, c'est gigantesque. Et quand vous savez que ce qui est le plus prédictif de votre capacité à apprendre à lire et à devenir un bon lecteur, c'est le nombre de mots que vous avez dans votre vocabulaire avant d'apprendre à lire, vous voyez l'enjeu. C'est que si pendant le temps de la maternelle, vous n'avez pas réduit ce décalage du milieu social d'origine sur l'apprentissage du langage oral, vous allez faire comme font tous les ministres de l'éducation nationale en France, être très surpris qu'en première primaire, il y ait autant d'inégalités dans le domaine de l'apprentissage du langage écrit. En fait, c'est couru d'avance, puisque en gros, en maternelle, on n'a pas réussi à compenser cette différence sur le développement langagier de l'enfant. Alors on pourrait se dire, bon, ok, mais ça c'est juste la maternelle et la première primaire. Ben non, parce que si vous regardez PISA, ça c'est les scores en mathématiques. Et vous avez deux axes verticaux, une ligne verticale et une ligne horizontale. La ligne horizontale, c'est le score moyen des pays de l'OCDE dans les épreuves de mathématiques à PISA. Je vous ai entouré la France et la Belgique, vous êtes un peu meilleurs que nous, vous scorez un peu plus en moyenne. En mathématiques, vous êtes un peu au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE, bravo, fantastique. La ligne verticale, elle est un tout petit peu plus emmerdante pour nos systèmes éducatifs français et belges. C'est la part du score à PISA qui est expliquée par votre milieu social d'origine. En fait, on est dans les plus mauvais pays de l'OCDE, la France et la Belgique. On est en fait dans les 5 plus mauvais. Nous sommes, le système belge et le système français se caractérisent par des inégalités éducatives beaucoup plus prononcées que dans d'autres systèmes éducatifs. Je vous ai montré les États-Unis juste pour vous montrer qu'un système qui peut paraître un système extrêmement inégalitaire, ou une société très inégalitaire, ce qui est le cas des États-Unis, vous avez des différences extrêmement importantes entre les riches et les pauvres, ils ont beaucoup moins de part de leur score à PISA qui est dépendante du milieu social d'origine. Donc on fait pire que les États-Unis. Ouais, c'est dur quand même. Ça fait un peu mal quand même. Parce que c'est le paradoxe. Nous sommes des sociétés beaucoup plus égalitaires que d'autres sociétés et pourtant nous avons des inégalités éducatives beaucoup plus fortes que dans d'autres systèmes éducatifs. Donc il y a quand même un truc qu'on ne fait pas bien dans le système éducatif. Je dois le dire. Je passe mon temps à le dire en France. Il y a un vrai problème. Mais le problème, c'est qu'on en parlait tout à l'heure au dîner, c'est qu'on a des systèmes éducatifs qui ont un hypertropisme sur les apprentissages scolaires fondamentaux. Vous êtes comme nous, tout ce qui vous intéresse, c'est le français et les maths. Vous, c'est pareil. Ça ne vous intéresse pas, les compétences psychosociales, par exemple. C'est dommage, parce que c'est un vecteur de réduction des inégalités. Ça ne vous intéresse pas, les fonctions exécutives, les capacités d'autorégulation des comportements. C'est dommage, parce que c'est un vrai vecteur de réduction des inégalités. Et c'est ça qui différencie par rapport aux États-Unis. Eux, ils travaillent sur les CPS, ils travaillent sur les mécanismes d'autorégulation des comportements, et tout ça, c'est des mécanismes qui permettent de prémunir un peu les inégalités. Il y a quand même 15% du score en maths aux États-Unis qui est dépendant du milieu social d'origine. Ce n'est pas non plus un pays parfaitement égalitaire de ce point de vue-là. Et même quand vous regardez Norvège et Suède, vous avez une part des performances en maths ou en français qui sont expliquées par le milieu social d'origine. Donc globalement, la question, c'est quand vous voyez ça et que vous êtes ministre, vous avez deux façons de regarder le problème. Vous dites, bon, ok, mes élèves, ils sont nuls en maths. Généralement, c'est comme ça qu'ils regardent notre ministre. C'est vraiment, les enfants français, ils sont nuls en maths. Donc on va faire quoi? C'est toujours la même réponse. C'est ça qui est fabuleux, c'est que là, il y a une espèce de logique intrinsèque à la réponse politique.
La réponse est, on va faire plus de maths. Alors c'est intéressant, mais il faut parfois apprendre à penser contre soi-même. Et contre les faux-semblants. Parce qu'en fait, vous faites un postulat énorme. C'est-à-dire que vous considérez que les difficultés en mathématiques des élèves sont dues à des problèmes qui relèvent des mathématiques. Mais c'est en fait un postulat énorme. Parce que quid de si, en fait, la difficulté, elle vient d'une capacité de résistance aux automatismes? Là, vous ne traitez pas le problème, puisque vous êtes en train de faire juste plus de maths. Quid de si c'est un problème de mémoire à court terme? C'est-à-dire que certains élèves ont plus de capacité à maintenir et à manipuler des informations en vue de la résolution d'un problème. Quid de si c'est une difficulté de l'élève à changer de stratégie, à être flexible, à prendre un point de vue hétérocentré sur une situation, à changer de point de vue sur la situation? Vous ne réglez rien en faisant plus de maths. C'est ce qui aboutit d'ailleurs au paradoxe d'un certain nombre de systèmes éducatifs. Dans certaines régions allemandes, on fait 2 fois moins de maths qu'en France et on a des résultats qui sont bien supérieurs à PISA. C'est juste parce qu'on a la mauvaise solution au problème, on a fait le mauvais diagnostic. Et donc, c'est ce qu'on essaye de mettre en évidence au laboratoire depuis quelques années. Ce qu'on essaye de mettre en évidence, c'est qu'en fait, la trajectoire d'apprentissage des élèves, elle dépend de fonctions qu'on appelle des fonctions exécutives, c'est-à-dire des fonctions de haut niveau, toutes celles dont je vous parle tout à l'heure. Cette capacité à penser par soi-même, contre soi-même, elle est dépendante de ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire des fonctions de haut niveau de notre cerveau qui nous permettent de réguler nos émotions, réguler les stratégies qu'on engage dans une situation d'apprentissage, réguler, contrôler nos automatismes de pensée au vu d'un apprentissage donné. Donc c'est ça l'hypothèse qu'on a. C'est d'où de dire au laboratoire, mais en fait peut-être que la variabilité du milieu social d'origine sur les performances en maths et en français, elle vient du fait que le milieu social d'origine, il impacte en fait ces fonctions exécutives. Et là c'est transformant, ça veut dire qu'il faut que vous enseigniez différemment, il faut que vous fassiez peut-être moins de maths ou des maths différentes dans lesquelles vous allez étayer ces fonctions exécutives, et idem pour le français, l'histoire-géographie ou l'éducation aux médias à l'information. Donc c'est un enjeu absolument capital. La bonne nouvelle, c'est qu'en France, on a un ministère qui nous laisse accès aux données. Et que de temps en temps, on est suffisamment proche du ministère pour leur dire « Bon, écoutez, c'est bien, vous lancez une très jolie cohorte. » Donc il y a une cohorte qui a été lancée en France qui s'appelle la cohorte Petite Section de maternelle. Donc ils ont suivi 30 000 enfants depuis leur entrée à la maternelle. D'accord ? Et à l'entrée à la maternelle, ils ont évalué leur capacité de langage oral et leurs compétences mathématiques. Super. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à un moment, on a pu les attraper juste avant qu'ils fassent leur cohorte et on leur a dit « C'est super de faire ça, mais peut-être qu'il faudrait que vous mesuriez ce qui est le plus prédictif de la réussite scolaire à ces âges-là, c'est-à-dire les fonctions exécutives. Parce que ça vous permettrait peut-être d'avoir une petite idée de ce qui se passe. Et d'expliquer peut-être la variabilité du fait du milieu social d'origine. Et donc, les travaux que mène une de mes doctorantes, qui s'appelle Margot Rémaud, qui passe la moitié de son temps au ministère, notamment au service statistique du ministère, et la moitié de son temps au laboratoire, c'est d'avoir regardé est-ce que le milieu social d'origine impacte le langage oral, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, et les compétences mathématiques des élèves à 3 ans, parce que potentiellement, ce milieu social d'origine, il impacte les fonctions exécutives. Et ce qu'elle montre dans ses travaux, c'est qu'en fait, si les enfants de milieux sociaux défavorisés développent des moins bonnes capacités de langage oral et de compétences mathématiques, c'est parce qu'ils ont développé entre 0 et 3 ans des moins bonnes capacités de fonctions exécutives et notamment de capacité à résister à des automatismes de pensée. Et que donc, si vous voulez construire un système éducatif qui permet de réduire les inégalités, eh ben, il va falloir travailler sur les fonctions exécutives, sinon vous n'allez pas y arriver. Oui, c'est un changement de paradigme. On ne fait pas plus de langage, on ne fait pas plus de maths, on fait du langage et des maths dans le cadre des fonctions exécutives ou des fonctions exécutives dans le cadre de l'apprentissage du langage oral et des mathématiques. Sinon, vous ratez les leviers de réduction des inégalités. Donc c'est ce qu'elle a montré, et après je vais m'arrêter, même s'il reste 90 slides à peu près. On a regardé d'autres types d'inégalités. Une autre inégalité dont vous avez peut-être entendu parler, c'est qu'il y a des inégalités de genre dans la réussite en mathématiques. Vous avez déjà entendu ça ? Ouais. En France, par exemple, si vous regardez la première primaire, nous, on a des évaluations nationales. Donc tous les élèves, les 800 000 élèves de première primaire, de seconde primaire, de troisième primaire, de quatrième primaire, de cinquième primaire, tous sans exception, ils passent des évaluations standardisées en maths et en français. C'est génial, on peut regarder quel est le poids des inégalités.
et notamment des inégalités de genre. Eh ben, en maths, c'est intéressant, c'est qu'au début, en première primaire, à l'entrée en première primaire, il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons. 6 mois après l'entrée en première primaire, quand vous refaites les mêmes évaluations, à ce moment-là, c'est les garçons qui commencent à être meilleurs que les filles en maths. Et ça va aller en s'aggravant pendant toute la primaire, pour aboutir à la fin de la primaire à des différences extrêmement prononcées entre les filles et les garçons en termes de performance mathématique. Ce qui est hyper intéressant, c'est que si vous remontez dans le temps, si vous les regardez à l'entrée à la maternelle, ben c'est les filles qui sont meilleures que les garçons en maths. Donc il suffit de 3 ans pour un système éducatif pour renverser l'avantage des filles en mathématiques pour le transformer en avantage pour les garçons. C'est fantastique, fabuleux. Bravo, notre système éducatif. Parce que la question qu'on s'est posée, exactement la même, on s'est posé la question de se dire, mais elles émergent d'où ces inégalités? Qu'est-ce qui fait que les filles, à l'entrée en maternelle, sont meilleures que les garçons en termes de langage oral et de mathématiques? Parce qu'en fait, entre 0 et 3 ans, ce qu'on a montré, c'est qu'elles développent des meilleures compétences exécutives. Elles ont développé des meilleures capacités de résister aux automatismes. Elles ont développé des meilleures capacités à retenir et à manipuler des informations en vue de la résolution d'un problème. Pourquoi? Parce que les activités, elles sont genrées dès la naissance. On n'a pas les mêmes attentes pour les filles et les garçons. Vous savez, c'est ce qu'on entend des fois dans les familles. Oui, la petite fille, elle est très sage, la petite fille. C'est bien, à la fin de l'activité, elle range toujours son matériel. Mais en fait, elle ne le range pas génétiquement. Hein. C'est parce que, en fait, pour les filles, on attend qu'elles rangent l'activité. Oh, le petit garçon, il est un peu turbulent, mais c'est normal, c'est un petit garçon. Donc il va jouer dehors un peu plus. On lui demande moins de réguler ses automatismes, ses comportements. Donc il développe des moins bonnes fonctions exécutives. Et donc ça a un impact sur ses apprentissages. Après, pour renforcer l'effet pour les mathématiques, il suffira de tranquillement avoir des activités genrées en mathématiques et de faire émerger les stéréotypes de genre en maths. Et vous allez renverser très rapidement les performances des filles en maths. Ce n'est pas des compétences, hein, c'est des performances. Les filles, en fait, ont les mêmes compétences que les garçons en mathématiques. C'est des travaux en psychologie sociale qui montrent ça. Si vous prenez exactement la même activité, vous dites à 8-9 ans, vous leur dites « Tiens, ça c'est un exercice de maths ». À ce moment-là, vous avez les filles qui réussissent moins bien que les garçons. La même activité. À ce moment-là, vous dites que ce n'est pas un exercice de maths, vous lui dites que c'est un exercice de mémoire. À ce moment-là, pas de différence entre les filles et les garçons. Donc elles ont les mêmes compétences. Elles n'ont juste pas la capacité à exprimer ces compétences dans une situation d'évaluation dans laquelle pèse sur les filles une menace du stéréotype. La menace du stéréotype, c'est ce que notre société ne passe son temps à véhiculer, c'est que les filles sont moins faites que les garçons pour les maths, pour les sciences et pour le numérique. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le système éducatif. Le problème, c'est qu'il y a la société autour qui passe son temps à renforcer des modèles qui vont être des modèles masculins, par exemple, dans l'intelligence artificielle. Vous en voyez beaucoup, des filles dans l'intelligence artificielle? Je vais vous donner un scoop. On a essayé de faire une recherche sur les biais des intelligences artificielles. Donc, on a envoyé des mails à toutes les entreprises qui s'occupent d'IA. Meta en France, OpenAI et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas trouver la proportion de filles et de garçons qui travaillent dans ces entreprises. On ne vous les donne pas. Quand on vous les donne, on agrège tous les gens qui travaillent dans l'entreprise. Donc que ce soit des postes administratifs, des postes dans les ressources humaines et des postes techniques. Vous n'arrivez jamais à avoir la proportion de filles dans les postes techniques. Et l'information que vous n'arrivez jamais à avoir, c'est combien il y a de filles qui entraînent les intelligences artificielles. Parce que c'est ça le point crucial. Qui entraîne les intelligences artificielles? Il n'y a que des garçons. Vous imaginez les biais que ça produit ensuite sur les réponses produites par ces intelligences artificielles? Vous régénérez des biais les uns après les autres, des biais genrés, puisqu'en fait, comme c'est des garçons qui entraînent les IA, même s'ils sont très fortement déconstruits, très sensibilisés, ce n'est pas souvent les plus sensibilisés, hein, qui finissent à entraîner les IA. Globalement, ils reproduisent des biais qu'ils observent dans la vie réelle. Juste pour finir là-dessus, et puis je vais m'arrêter là parce que sinon je pense que je pourrais vous tenir encore très très longtemps, et puis je vais laisser un espace de discussion avec vous, et puis je pourrais revenir sur un certain nombre de choses que j'ai montrées. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que la première des inégalités à la maternelle, c'est votre mois de naissance. C'est le fait que vous soyez né en janvier ou en décembre.
Parce qu'en fait, entre un enfant qui rentre à la maternelle à 3 ans et celui qui rentre à 3 ans et 8 mois, il y a quand même 8 mois de différence. Ça fait beaucoup en fait, hein, en termes de temps de vie. Ça vous donne beaucoup plus de possibilités d'acquisition du langage. Et cette inégalité, elle vous suit toute votre scolarité. C'est-à-dire que quand vous regardez à PISA, cette inégalité du mois de naissance, elle est toujours présente. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas vraiment de solution pour ça. C'est-à-dire que j'ai essayé de réfléchir avec le ministère parfois là-dessus. Je leur dis, bon, alors, j'ai essayé de regarder d'autres systèmes éducatifs. Il y a des systèmes éducatifs qui déterminent en fait l'entrée à la maternelle de septembre à septembre, de septembre à août. Donc, ils ne prennent pas janvier à décembre, mais ils font rentrer de septembre à août. C'est comme ça qu'ils définissent une classe d'âge qui rentre à l'école. Exactement la même inégalité. C'est ce qu'ils font en Angleterre, par exemple. Ça ne marche pas. Moi, la petite recommandation que je fais au ministère, c'est de leur dire, mais en fait, peut-être que ce n'est pas très grave si un élève ne se sent pas prêt à rentrer en première primaire, qu'il reste un an de plus en maternelle. En fait, s'il est de décembre, par exemple, et qu'on compare par rapport au janvier de l'année suivante, il a 1 mois de différence, peut-être qu'il a juste besoin de rester 1 an de plus, puis comme ça, il serait prêt à rentrer dans l'apprentissage du langage écrit, puis peut-être qu'on pourrait réduire un peu les inégalités éducatives. Alors, si vous voulez faire ça en France, vous savez ce qu'il faut faire ? Il faut déposer un dossier pour déclarer un handicap. Donc en fait, ce n'est pas possible. Donc c'est problématique parce qu'en fait, vous renforcez les inégalités simplement parce que vous êtes né en janvier ou en décembre. Et donc vous voyez toute la problématique de ces inégalités. Et encore une fois, si ces inégalités s'expriment en fonction du mois de naissance, c'est aussi parce qu'elles impactent ces fonctions exécutives. D'où l'enjeu de sensibiliser la communauté éducative sur ces fonctions exécutives parce qu'elles sont extrêmement impliquées dans les apprentissages scolaires fondamentaux. Donc si vraiment on veut construire des systèmes éducatifs qui soient en mesure de réduire un peu le poids de l'origine sociale dans le destin scolaire des élèves, il est peut-être temps que nous sensibilisions globalement au rôle de ces fonctions exécutives et dans cette capacité à penser par et contre soi-même comme un levier de réduction des inégalités scolaires. Voilà, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je peux répondre à toutes, ce que je n'ai pas présenté. Bon. Oui ? Non, le micro. Oui, bah c'est pas grave, inhibition. Hop. Merci beaucoup. Voilà, il nous reste 10-15 minutes pour des questions. Donc je vais circuler avec le micro. La première question est toujours la plus difficile. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Hein. Après, il faut que vous ayez des bons arguments. Alors, la parole est à Stéphanie. Bien, on a déjà parlé de pas mal de choses tout à l'heure, mais ok, comment on fait pour travailler les fonctions exécutives à l'école quand il n'y a pas le temps ? Parce que les programmes sont chargés, hein, vous l'avez souligné. Les enseignants ne sont pas très bien formés. Est-ce qu'on forme sur les fonctions exécutives pour elles-mêmes ou à travers des différentes activités ? Voilà, quand on commence un petit peu à sensibiliser les enseignants sur le sujet, c'est quand même souvent les questions qui reviennent. Alors elles finissent par jouer à 1, 2, 3 pianos en disant bah, comme ça va, on va jouer sur l'inhibition. Ouais, après, on sent bien qu'il faut un petit peu incarner tout ça. Donc voilà, peut-être quelques mots sur l'expérience, sur le comment on travaille ça dans l'école. C'est une très bonne question. Évidemment, j'avais préparé ça dans la slide 80. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. La première chose, c'est que c'est comme n'importe quel autre apprentissage, c'est un apprentissage qui demande finalement une certaine approche progressive. En France ou en éducation, on parle de spiralité des apprentissages, c'est-à-dire qu'il faut complexifier au cours du temps l'activité et ce qu'on demande à l'élève.
Donc il y a quand même un certain nombre de programmes qui ont été évalués, notamment Tools of the Mind, qui est un programme qui a été développé aux États-Unis, qui a été évalué par une chercheuse américaine qui s'appelle Adele Diamond, et qui vise finalement à dire, en fait, dans le cadre de la maternelle, on peut travailler quasiment dans n'importe quelle activité, que ce soit une activité qui relève d'activités motrices, d'apprentissage du langage oral, d'apprentissage des mathématiques, on peut essayer de travailler les capacités d'autorégulation de l'élève. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que quand on fait une activité dans laquelle les élèves doivent prendre tour à tour la parole, on va structurer l'activité de telle manière à ce qu'ils engagent leur contrôle d'eux-mêmes. Et on peut utiliser pour ça un étayage qui peut aller, par exemple, du fait d'utiliser des pictogrammes. Quand j'ai la petite oreille, c'est le moment où je dois écouter et pas parler. Et puis quand j'ai la petite bouche, c'est mon moment de parler. Puis je me passe le pictogramme de telle manière à structurer les échanges et les temps de parole. Ça peut être dans une activité qui est une activité initiée par l'enfant. L'idée, c'est pas forcément de dire que toutes les activités doivent être a priori structurées par l'enseignant, mais que l'enseignant structure l'activité a posteriori une fois que l'élève s'y est engagé, de telle manière à ce que ça requiert de lui qu'il mobilise ses capacités d'autorégulation. Donc ça peut être typiquement à la fin d'une activité, on s'assure que les élèves vont systématiquement ranger le matériel à la fin d'une activité. Ça peut être dans une activité motrice. Ce qu'on peut voir dans certaines classes de maternelle, c'est des classes dans lesquelles vous avez des lignes courbes qui ont été dessinées sur le sol et des élèves qui vont devoir marcher lentement le long de cette ligne sans sortir de la ligne. Typiquement, vous travaillez les capacités d'autorégulation des élèves. Ça peut être ce qu'utilisait par exemple Montessori. Montessori, vous n'avez pas besoin d'acheter le matériel très coûteux de Montessori. Ce qu'elle faisait par exemple avec des petites théières et des petites tasses dans lesquelles l'enfant doit verser de l'eau sans en mettre à côté, il est en train de faire quoi? Développer ses capacités d'autorégulation. Et donc, ce que montre globalement l'évaluation de ce dispositif, c'est que quand vous faites ça pendant une année scolaire, ce que vous allez surtout développer chez les élèves, c'est leur capacité d'autorégulation de leurs apprentissages. L'apprentissage autorégulé, c'est-à-dire leur capacité à être en autonomie sur un apprentissage. Et notamment dans ce dispositif, ce que montrait cette chercheuse, c'est que des élèves qui disposent d'un enseignant qui structure les activités pour développer les compétences d'autorégulation des élèves, ils restent jusqu'à 12 minutes en autonomie en première primaire sur une activité, alors que ceux qui ne bénéficient pas de ce type d'approche restent moins de 5 minutes en autonomie. Et c'est considérable. 7 minutes d'autonomie de plus d'un élève dans une situation d'apprentissage, c'est absolument considérable pour les apprentissages. Ça, c'est en maternelle. Ensuite, on est tout à fait d'accord. On a essayé plein de choses au laboratoire. On a essayé de leur faire jouer. Alors, j'ai compris que maintenant, ça s'appelle 1, 2, 3 piano ici, c'est ça? Et en France, ça s'appelle 1, 2, 3 soleil. Où on a un truc qui s'appelle Jacadi. Comment ça s'appelle? Jacadi, ça joue aussi. Voilà, Jacadi. Donc, les élèves ont joué à ça pendant 6 semaines, à raison de 15 minutes par jour, 3 jours par semaine. Et puis, on a eu une approche expérimentale. Donc, on regardait qu'est-ce que ça produisait en termes de gains exécutifs. Donc, ils ont fait exactement le même petit jeu que vous, le jeu des couleurs. On a des adaptations pour les élèves non lecteurs. Globalement, ça marche bien. Si vous jouez à des jeux comme ça, vous progressez dans ce type de test. Évidemment, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que ça les rend meilleurs dans des apprentissages qui relèvent d'apprentissages scolaires fondamentaux? Et la réponse est catégoriquement non. Ça ne marche absolument pas, ça ne se transfère pas. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas le faire? Si, il faut le faire. C'est-à-dire qu'il faut développer les fonctions exécutives, mais ensuite, il faut les recontextualiser. Et en pédagogie, on sait que c'est un enjeu. Vous décontextualisez, vous apprenez les fonctions exécutives à travers des jeux comme 1, 2, 3 soleil, Jacadi, ni oui, ni non, et après, vous recontextualisez dans l'apprentissage scolaire spécifique. On a par exemple montré que dans des problèmes arithmétiques à contenu verbaux du type Pierre a 10 billes, il en a 5 de plus que Farah, combien de billes Farah a-t-elle, dans lequel les élèves se trompent parce qu'ils ont entendu plus dans l'énoncé du problème, donc ils font une addition alors que c'est la stratégie qu'il ne faut pas utiliser dans ce contexte-là. Le simple fait que l'enseignant dise à l'élève « attention, là, il y a un piège pour ton cerveau. Quand tu entends plus, tu as envie de faire une addition. Quand tu entends moins, tu as envie de faire une soustraction. Mais ça, c'est ton automatisme de pensée auquel tu dois apprendre à résister pour pouvoir raisonner de façon logique dans ce contexte-là, avant de lui expliquer la règle, fait que les élèves progressent beaucoup plus dans cette situation d'apprentissage. Et ça prend 2 minutes. Donc ça vaut le coup de le faire, 2 minutes. Et si vous le faites dans toutes les situations dans lesquelles l'élève doit résister à un automatisme de pensée, globalement, vous allez progressivement développer ce qu'on appelle la métacognition de l'élève, c'est-à-dire sa capacité d'autoréflexivité par rapport à ses propres apprentissages. C'est-à-dire qu'il va se dire « Ah oui, ça je me rappelle, oui, ça c'est
la situation dans laquelle il faut que je fasse attention. Il faut que j'apprenne à résister à mon automatisme. Et en fait, ce que vous leur donnez, c'est une compréhension des erreurs qu'ils produisent. Parce que souvent, dans la situation, finalement, d'apprentissage, on leur réexplique la règle ou la stratégie experte à utiliser dans un contexte donné, sans leur avoir expliqué fondamentalement ce qu'il expliquait l'erreur systématique qui était produite dans ce contexte-là. Et donc ça, c'est recontextualiser les fonctions exécutives dans le contexte des apprentissages scolaires. Et juste pour en revenir à comme le programme est contraint, ben en fait, 1, 2, 3 soleil, Jacques a dit ni oui ni non. Ce qui est absolument fabuleux, c'est que les élèves, ils jouent spontanément dans la cour de récréation. Et donc, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais je peux vous dire que dans les écoles françaises, comme c'est des équipes différentes qui s'occupent du temps de la récréation et du temps scolaire, il n'y a aucun projet à l'échelle de l'école. Ça veut dire que les équipes ne se parlent pas. En France, elles ne se disent pas bonjour le matin. Donc, c'est une perte de chance pour les élèves, parce que si la maîtresse ou le maître était au courant de ce qui s'était passé dans la cour de récréation, que l'animateur puisse lui dire « tu sais, là, pendant tout le temps du midi, ils n'ont pas arrêté de jouer 1, 2, 3 soleil. Tous dans ta classe. » Et donc, quand il rentre dans sa classe, il dit « Ah, vous êtes trompé là dans le problème arithmétique à continuer. Ouais, rappelle-toi, ton cerveau, ce dont il a besoin, c'est exactement ce dont il a besoin pour jouer à Jacadi ou à 1, 2, 3 soleil. » Là, c'est transformant pour l'élève. Il comprend qu'il y a des contextes d'apprentissage qui peuvent être similaires, que ce soit dans la salle de classe ou en dehors de la salle de classe. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de dire beaucoup au laboratoire et sur lequel on essaye de mener des recherches. Il faut articuler les temps d'apprentissage de l'enfant. Ce n'est pas des silos. Ce n'est pas il y a le temps de la classe, hop, on fait un apport de la classe, hop, plus d'apprentissage. Non, je suis désolé de vous dire, il continue à apprendre. Toute situation est une situation d'apprentissage pour l'enfant. Et donc, apprenez à leur faire reconnaître aussi les similarités des contextes d'apprentissage qui requièrent des compétences similaires, parce que ça, c'est transformant. Et ça permet aussi de valoriser les élèves de milieux sociaux défavorisés, parce que peut-être qu'ils auront du mal à résoudre le problème arithmétique à contenu verbal, mais peut-être qu'ils seront super bons pour jouer à 1, 2, 3 soleil ou Jacadi. Mais ça, c'est vachement bien. Ça permet de les valoriser. Ça permet de leur montrer, mais en fait, toi, tu as les compétences pour réussir. Tu n'arrives pas forcément à les mobiliser maintenant, mais peut-être que tu vas y arriver, parce que tu y arrives très bien quand c'est 1, 2, 3 soleil et Jacadi. Voilà, réponse très très longue à une question courte. Deux minutes pour une dernière question. Ah, voilà. Moi, je voulais vous remercier surtout sur l'importance de la métacognition à la fin. Penser sur sa propre pensée, je pense que c'est tellement efficace et tellement important pour soutenir et les fonctions exécutives. Vous avez aussi parlé des CPS. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, en tout cas en Belgique. Moi, je suis française et en Belgique. Et les CPS, qui sont les compétences psychosociales, je trouve qu'on ne les développe pas assez, alors qu'en fait, ça fait partie du quotidien et on sait que c'est vraiment évident. Et donc, merci beaucoup, parce que je trouve que cette notion de métacognition est encore très peu reconnue, alors qu'en fait, c'est des choses qu'on peut et qu'on doit développer dès la petite enfance. Voilà. Bon, en fait, on se connaît, hein, donc on va pas faire semblant. J'avais demandé... Non, mais c'était pas du tout synchronisé pour poser cette question-là. Non, j'étais pas du tout prévu de venir ce soir, oui, mais je viens de donner 2 jours de formation sur les fonctions exécutives dans les écoles, et donc ça me touche beaucoup d'entendre aussi, mais comment former? Et moi, je suis en colère contre les systèmes d'éducation qui ne forment pas assez les enseignants. Oui. Parce que demander aux enseignants de mettre en place des choses sans les former, je trouve ça scandaleux. Donc, je suis d'accord avec vous. Et donc il y a un enjeu de formation, et je suis très content que vous soyez revenu sur la métacognition. La métacognition, c'est un peu la suite logique de tous les travaux qu'on a menés sur les fonctions exécutives. On essaye de développer dès la maternelle les capacités des élèves à réfléchir sur les stratégies qu'ils utilisent dans une situation d'apprentissage, et c'est maintenant une formation, parce que vous disiez l'enjeu de la formation, c'est une formation qui est nationalisée en France. Tous les formateurs en France sont formés aujourd'hui à essayer de former des enseignants à développer les compétences métacognitives des élèves, c'est-à-dire développer leur propre compréhension des processus qu'ils engagent dans une situation d'apprentissage, et y compris effectivement les CPS, vous avez bien fait de le rappeler, les compétences psychosociales. Je rappelle que c'est aussi un enjeu, parce que un des enjeux de réduction des inégalités, c'est aussi de faire prendre conscience aux élèves qui viennent de milieux sociaux favorisés qu'ils ont plein de compétences.
C'est-à-dire qu'une des données qui systématiquement remonte dans la littérature, c'est que sur des compétences psychosociales, les élèves de milieux sociaux défavorisés sont en règle générale meilleurs que les élèves de milieux sociaux favorisés. Par exemple, ils développent des meilleures compétences d'altruisme, mais aussi parce qu'en fait, ils en ont besoin dans leurs milieux sociaux d'origine. Et donc, je pense que ça, c'est des choses aussi sur lesquelles il faut qu'on arrive à mettre la focale pour montrer à ces élèves que, globalement, oui, ils peuvent avoir des difficultés en maths, français, histoire, géographie, mais ça ne veut pas dire qu'en soi, ils n'ont pas de compétences. Et valoriser ces élèves, valoriser les compétences qui ne sont pas des compétences académiques et qui donc ne relèvent pas de la classe sociale dominante, je suis désolé, je vais prendre ma petite casquette marxiste pendant quelques temps, c'est aussi un enjeu parce qu'en fait, notre système éducatif, pourquoi il produit autant d'inégalités? C'est parce qu'il valorise des compétences qui sont les compétences de la classe sociale favorisée. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors on espère jamais 203. Alors on va clôturer cette conférence magistrale par notre petit rituel pour ceux qui nous connaissent. Alors le temps que la technologie fonctionne ou pas, toujours pas, ça ne marche pas. Voilà, l'échange des questions, c'est bon. Alors voilà, comme vous le savez, on a toujours une petite attention pour notre orateur, qui doit se relever du coup. Voilà, ça c'est un petit souvenir de Belgique. C'était pour le Jamais 203. On espère vraiment pouvoir vous te réinviter bientôt, très bientôt. Voilà, ici un bref rappel, donc la santé mentale à l'ère du numérique avec 4 conférences. Il y a encore beaucoup aussi d'activités qui sont organisées au sein du réalisme. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook. On a aussi une newsletter, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a toute une série d'actions qui sont vraiment réfléchies avec le réseau et qui évidemment concernent le bien-être et la santé mentale. J'en profite pour faire un petit mot aussi pour la semaine nomade. J'ai l'impression que ça ne fonctionne plus. La semaine nomade qui aura lieu pendant la semaine de la santé mentale du 5 au 9 octobre où il y aura toute une série d'activités qui seront organisées dans toute la province de Liège. Là aussi, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. Donc on se retrouve sur les différents canaux. Je vais laisser quand même la parole à Louise. Vous dire que, comme vous le savez, votre avis nous intéresse beaucoup pour développer nos conférences et qu'on construit chaque année le cycle sur base de vos besoins, de vos demandes et des thématiques que vous nous donnez. Il y en a beaucoup, on doit à chaque fois choisir, sélectionner, mais voilà, pourquoi cette année c'est le numérique, c'est parce que vous l'avez demandé. Et donc, vous recevrez aussi, en même temps que la petite évaluation, dans votre boîte mail, l'attestation de présence pour ceux qui la souhaitent. Pour ceux qui sont médecins et qui souhaitent l'accréditation, la feuille se trouve juste là. Et donc, il nous faut votre nom, votre prénom, votre numéro INAMI et votre signature pour pouvoir être accrédité. Nos coordonnées, mais ça, vous les avez sûrement déjà. Et il ne reste plus qu'à vous remercier d'être toujours aussi présents à nos conférences et à vous donner rendez-vous aux prochaines. Bonne soirée.